J'aurais souhaité, fidèle à mes élans coutumiers, vous offrir une introduction à la hauteur des enjeux, une ouverture vibrante et poignante, à même d'exalter la thématique de cette émission, d'honorer la richesse de l'intervenante et la profondeur de son œuvre, tout en me tenant à l'écart de toute implication personnelle, car votre intérêt, vous le savez, demeure et demeurera toujours ma priorité. Et parce que j'ai pleinement conscience que les dissensions ont trop longtemps gangréné les échanges sur la toile, il me semble urgent de tourner le dos à ces querelles intestines qui, hélas, prolifèrent à chaque recoin des réseaux sociaux. Il me faut, pourtant, à mon grand désarroi et malgré moi, vous faire part d'un fait douloureux, en préambule à cette belle émission consacrée à Marie-Madeleine. Plusieurs raisons m'y contraignent, mais une s'impose avec évidence. Les frontières du respect ont été franchies, les tensions portées au rang de conflits ouverts. Et vous serez nombreux, habitués à la présence de Tamara, à vous interroger, légitimement, sur son absence, sur les circonstances et sur le fond de cette rupture. J'aurais préféré m'en tenir à une brève publication, une mise au point discrète et suffisante. Mais une partie d'entre vous peine à y croire, pensant à quelques mauvaises plaisanteries. Hélas, si j'avais en moi la médiocrité d'esprit nécessaire pour me livrer à ce genre de farce, elle aurait eu, certes, le goût amer de l'inconvenance, mais elle aurait été infiniment moins douloureuse à vivre que la réalité que je me vois contraint d'évoquer aujourd'hui. Par cette déclaration, je viens sceller, solennellement, le pacte de confiance que j'ai toujours entretenu avec vous, celui qui m'engage à la plus grande transparence, envers et contre tout. Je viens aussi, avec gravité, défendre l'intégrité de mon œuvre et affirmer la souveraineté de mon libre arbitre, mise à mal par une direction qu'on tente de m'imposer et que je ne souhaite plus emprunter. Car oui, l'on m'a dérobé une part tangible de mon travail, de mon temps, de mon énergie. Car ma confiance a été trahie, et par ricochet, la vôtre aussi. C'est donc avec la clarté qui m'est chère et sans détour que je m'apprête à vous exposer les faits. Ceux-là même qui ont conduit à la dislocation d'un duo que beaucoup voyaient comme un modèle d'harmonie et de lumière. Tamara Bihuman est entrée dans ma vie au cours de la première saison d'Amdessine TV, se présentant avec chaleur, admiration et un profond respect pour le travail que je menais au fil de mes interviews. Très vite, elle proposa son aide pour des tâches administratives qu'elle menait, selon ses propres mots, avec aisance et rigueur, sans en ressentir la moindre fatigue. Ayant développé une certaine affinité, notamment par sa proximité avec Cyril de l'Arche du Savoir, je l'ai naturellement invitée à dépasser ce rôle en coulisses, pour envisager une co-animation à mes côtés. Il était entendu qu'elle y participerait à sa guise, selon son rythme, sans jamais compromettre son équilibre de vie ou ses obligations personnelles ou professionnelles. C'est ainsi qu'est née une belle collaboration, fluide, sincère, motivée. Présente à chaque émission, Tamara incarnait l'enthousiasme, jusqu'au jour où, insidieusement, les règles furent remises en question. L'argent, jusqu'alors étranger à nos échanges, s'imposa comme une ombre grandissante. Persuadée que le média devenait lucratif, elle abandonna peu à peu l'élan désintéressé qui l'animait pour lui substituer des revendications financières. Ces revendications apparaissaient de manière cyclique, souvent à la fin de chaque saison. À chaque fois, je lui suggérais de prendre du recul, de n'investir que ce qu'elle pouvait, sans pression, sans frustration. Je n'ai jamais imposé quoi que ce soit, lui laissant toujours l'amplitude qu'elle désirait. Puis vint la saison 3. Pour la première fois, j'ai pu vivre de façon encore précaire, mais certes vivre de ce projet. Grâce à la monétisation YouTube, je percevais en moyenne 2 000 € bruts par mois. Une fois les charges déduites, cela revenait à peu près à un SMIC pour un engagement personnel de près de 70 heures par semaine, week-end et jours fériés compris. Beaucoup de chaînes similaires à la nôtre, amies ou concurrentes, s'étonnaient de nos choix, nous jugeant mauvais commerciaux. J'aurais, selon certains, pu multiplier ces revenus par 10, mais j'ai toujours refusé toute collaboration qui ne soit pas alignée avec mes valeurs. Sur près de 500 propositions, une seule a été acceptée, celle des éditions Trédaniel. Pour répondre à son désir croissant de reconnaissance matérielle, je lui ai ainsi offert, sans condition, 50% des bénéfices issus de cette unique collaboration. Je souhaitais la voir heureuse, investie
et épanoui à mes côtés. Je l'ai même encouragée à prospecter d'autres partenariats en lui laissant systématiquement la moitié des gains qu'elle contribuerait à générer à mes côtés. Puis naquit l'idée d'au-delà, une place de marché indépendante, éthique, fruit de notre engagement commun. Je l'ai immédiatement conviée à rejoindre cette aventure à parts égales. Je voulais qu'elle sente que, malgré l'origine spontanée de son implication, je la considérais comme une cofondatrice à part entière. Car oui, je l'aimais profondément. Non pas seulement comme une collaboratrice, mais comme une amie, presque comme une sœur. Je rêvais qu'elle puisse vivre de cette aventure autant que moi, qu'elle y trouve sa place et sa joie. Pendant un temps, ce fut le cas. Une Tamara enthousiaste voyait en au-delà une chance unique de léguer à ses enfants un avenir serein. Je la cite, « faire de mes enfants des rentiers grâce à ce projet ». Mais la semaine dernière, tout bascula. Sans préavis et animée par une nouvelle crise de colère, elle m'annonça qu'elle ne souhaitait plus consacrer la moindre énergie à Amdessine TV. S'ensuivirent des reproches inattendus, déconcertants. Elle exigeait, en plus de tout le reste, désormais la moitié des revenus YouTube, pourtant loin d'être faramineux. Elle déclarait n'avoir tiré aucun bénéfice professionnel de sa visibilité sur le média et n'avoir aucun patient suite à celle-ci. Ce qui est, de vous à moi, tout ce qu'il y a de plus inconcevable et ce qui m'a fait penser à une mauvaise foi indescriptible. Elle considérait les quelques heures d'enregistrement hebdomadaire désormais comme une corvée insurmontable. Malgré tout, elle exigeait que je continue seul à faire la promotion d'au-delà, via Amdessine TV, sans ne plus rien faire, et en conservant intégralement ses 50% de parts sur cette même société. J'ai d'abord tenté un dialogue respectueux, dans un esprit de conciliation, mais très vite les échanges dégénérèrent. Elle me désigna publiquement sur sa page Facebook comme un dictateur, inventant un rapport de force imaginaire entre un dirigeant tout-puissant et une subordonnée opprimée. Puis vinrent des actes autrement plus graves. Le détournement de l'adresse mail officielle liée à la société au-delà. Le vol pur et simple de mon adresse mail personnelle contenant l'ensemble des contacts de nos intervenants. La suppression de nos bases de données internes. La révocation de mes accès au site, à la banque et au fonds de notre société, alors que je suis censé en être le dirigeant légal. Elle a, par ailleurs, pris contact avec l'ensemble de nos intervenants, tout au moins je le suspecte, pour propager des récits mensongers à mon sujet. Et là, j'en suis sûr, c'est ce qui nous prive notamment de l'avenue d'Arwen de la Réau, initialement prévue en fin de saison, car marraine de cette saison 3. Tamara, tu as gagné. Je lâche prise. Comme en attestent les documents joints et visibles à l'écran, je démissionne de mon poste de dirigeant et te cède gratuitement l'intégralité de mes parts dans cette entreprise que tu sembles vouloir posséder envers et contre tout. Fais-en ce que tu veux. Oui, l'argent corrompt. Et non, Amdessine TV n'est pas une entreprise rentable. Mais je ne l'ai jamais créée dans l'objectif de m'enrichir. Si cela avait été mon intention, j'aurais pris une autre voie, plus lucrative, moins exigeante. Je n'ai jamais renié l'idée de bien gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, mais jamais au prix de son intégrité ou de son âme. Puisque le dialogue est rompu, puisque la colère l'a emporté sur le discernement, je le dis ici devant notre communauté. Jamais, au grand jamais, je ne t'ai manqué de respect. Bien au contraire, j'ai toujours mis ton travail en lumière, valorisé tes interventions, soutenu tes démarches. Tu étais pour moi une sœur, une amie, une complice. Je ne suis pas responsable de tes difficultés financières. Je te souhaite sincèrement de trouver la paix. Et je me souhaite à mon tour d'arriver un jour à pardonner ce que tu as fait. À vous, chère âme co-créatrice, à vous qui nous suiviez, vous connaissez désormais la vérité dans toute sa complexité. Tamara ne sera plus présente ici, mais cela ne signifie pas que l'aventure s'arrête, bien au contraire. Certains me reprocheront sans doute la longueur de cette mise au point, mais je reste convaincu que la plupart d'entre vous comprendront mon souci de clarté et d'intégrité. Il s'agira donc, à l'exception de mon dernier post, du seul et unique communiqué traitant de cette histoire. Car au fond, nos personnes comptent peu face à la grandeur des messages que nous avons à transmettre en cette époque de profonde transformation. Il est désormais temps
de passer à notre intervenante, à qui je présente mes excuses pour cette introduction pour le moins intrusive, mais néanmoins indispensable en vue du contexte. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une émission pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Elle est médium, parapsychologue, chercheuse de terrain depuis plus de 30 ans. Elle a consacré sa vie à explorer les mystères de la conscience, les vies antérieures, les messages médiumniques et les lieux sacrés chargés d'énergie. Elle publie des ouvrages puissants qui bousculent notre rapport au réel, à l'histoire et à l'invisible. Dans son dernier livre, Marie-Madeleine au-delà du mythe, elle nous emmène bien au-delà des dogmes religieux et des représentations classiques. Elle révèle Marie-Madeleine non pas comme une pécheresse repentie, mais comme une initiatrice, une messagère, une figure fondatrice d'un enseignement perdu, transmis par des femmes d'éternité qui réapparaissent aujourd'hui à travers les signes, les lieux et la mémoire. Ce livre est une enquête médiumnique, mais aussi historique, vibratoire, poétique, politique même. Il parle de justice, de sororité, de foi, de silence, de vérité. Il nous invite à voir autrement et à ressentir. Avec elle, aujourd'hui, nous allons explorer ses messages, ses visions, ses lieux, comme Vézelay, Chartres, Rennes-le-Château. Et surtout, cette grande question, qu'avons-nous oublié du message de Marie-Madeleine ? Et pourquoi est-il vital de le réentendre maintenant ? Pascal Lafargue, bonjour, merci pour ta présence parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. On va commencer par rapport à l'introduction et quelques notes d'intention. Tu ouvres ton livre par une citation de l'Évangile de Thomas. Pourquoi avoir choisi ce texte apocryphe en particulier pour amorcer ton enquête sur Marie-Madeleine ? Celui qui cherche ne cesse de chercher, c'est ça dont il est question. Parce que c'est un texte apocryphe qui a été retrouvé par des bergers en Haute-Égypte, dans les plaines de Nagamadi. Et ce texte, j'en ai fait un peu mon credo, en fait. Ce texte qui dit « Cherche et n'aie de cesse de chercher, et lorsque tu auras trouvé, tu seras émerveillé. Et étant émerveillé, tu régneras sur le tout. » Rien qu'en le disant, j'en ai la chair de poule, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui un peu me colle à la peau. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, pendant des années. C'est-à-dire chercher la vérité, la racine des problèmes, des choses, chercher des réponses aussi également. J'ai beaucoup voyagé, je suis allée dans différents endroits, différents lieux. En fait, cette quête qui est la mienne et qui est toujours la mienne, me porte vers cette quête personnelle de vérité, c'est-à-dire aller chercher la vérité. Parce que j'ai compris en enquêtant qu'on nous mentait beaucoup, qu'on nous racontait beaucoup d'histoires, et qu'en fin de compte, quand on commence un petit peu à soulever le coin d'un voile et à tirer un fil comme un fil d'Ariane, on se rend compte que finalement, ce qui est derrière n'est pas du tout ce qu'on nous a dit ou ce qu'on croit. Et en fait, ma quête, c'est celle de la vérité, c'est celle de la sincérité, c'est celle de l'engagement. Et cette phrase, ce texte apocryphe, je trouve qu'il me correspondait totalement parce que il parle d'émerveillement dans ce texte. Et quand on dit « et tu seras émerveillé », mais c'est ce que je suis depuis des années à travers mes travaux, mes recherches, mes enquêtes. Et d'ailleurs, les élèves, ceux qui viennent à mes cours, qui me suivent dans les conférences, dans les cours ou même dans les voyages d'études, dans les enquêtes, me disent « Pascal, vous avez toujours ce côté émerveillé ». Et en fait, l'émerveillement fait partie de ma quête, parce que le jour où j'ai plus cette petite fibre en moi, cette lumière qui brûle et qui me dit « mais c'est incroyable, moi je suis comme une enfant », d'un seul coup, je me rends compte que ce que j'ai vu est vrai, que ça existe, et que non seulement ça va donner des réponses concrètes à mes travaux. Eh bien oui, effectivement, j'ai cette flamme comme ça de l'émerveillement, et je le suis toujours encore de nos jours, et le jour où je l'ai plus, j'arrêterai. Parce que ça voudrait dire que y a plus rien qui me porte. Et s'il y a plus rien qui me porte, je vois pas l'intérêt. Donc effectivement, cette citation, elle est très importante pour moi parce qu'elle résume en fait qui je suis, comment je fonctionne et ce que j'aime faire plus que tout. Parce que l'humain m'intéresse, les enquêtes m'intéressent, la vérité m'intéresse, découvrir m'intéresse et peut-être, je dis bien peut-être, j'ai l'humilité de me dire peut-être, remettre les choses dans le bon ordre et donner peut-être une autre vue des choses et de l'histoire que ce qu'on a bien voulu nous dire, ça m'intéresse. Tu évoques d'entrée les voyages en état de dédoublement. Comment tu fais la part entre le vécu médiumnique et l'interprétation personnelle de ces expériences ? Alors, c'est très simple. En fait, il faut recontextualiser.
En tant que médium parapsychologue, il faut savoir que j'ai étudié pendant près de 10 ans auprès d'un des plus grands parapsychologues français. Et j'ai été testée pendant 10 ans. En parapsychologie, il y a une technique de base qui s'appelle la psychométrie. La psychométrie, c'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher, pouvoir en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Et donc, en tant que psychomètre, moi, je n'ai que mes mains pour travailler, pour toucher, que ce soit la main d'une personne, que ce soit un pan de mur sur un lieu sacré, ou un mur de château ou d'église, ou peu importe. Et c'est par le fait du toucher, du contact, que je vais me concentrer. Les yeux aussi sont importants, parce que le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, le regard, toucher quelqu'un du regard aussi, c'est important, ça peut déclencher énormément de choses, vraiment. Et donc, je vais me concentrer sur des lieux, mais je vais faire aussi des concentrations ou assise comme ça devant vous, où je vais m'exprimer. Mon corps physique est là, mais mon double, lui, il est ailleurs et il voyage. Il n'a aucune limite pour se rendre sur des lieux très différents les uns les autres. Et j'ai découvert ça quand j'étudiais la parapsychologie et surtout quand j'effectuais des concentrations. Et j'ai découvert que j'étais capable de sortir de mon corps, mais surtout d'être dans un lieu que je pouvais identifier, c'est-à-dire, et alors là, j'ai des témoignages en pagaille sur ce que j'ai fait depuis des années, c'est-à-dire, en fait, eh bien, c'est comme ce que je suis en train de vivre avec vous. C'est-à-dire, OK, je marche dans une rue, je vois qu'elle est pavée, je vois le trottoir, je vois qu'il y a une boutique, tiens, il y a un néon, il y a ci, il y a ça, tiens, à l'intérieur de cette boutique, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un voyage visuel, olfactif, auditif, et je suis présente dans ce lieu. On me voit, je sais que je suis vue. Et pourquoi je sais que je suis vue? Parce que j'arrive à avoir des conversations que je reproduis par le biais de ma voix, en fait, des conversations entières. Donc, en fait, ces voyages dans le temps m'amènent dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Donc, je fais beaucoup de voyages un peu partout, c'est-à-dire que je n'ai aucune limite, et avec beaucoup de respect, je vais pouvoir visiter toutes ces périodes du temps pour aller chercher l'information. Tu es une des rares privilégiées aussi à avoir côtoyé Raymond Réan, alors comme Serge Boutboul qu'on a reçu, qu'on connaît très bien, comme Jean-Pierre Girard. Vous êtes un petit cercle de privilégiés à avoir connu ce grand personnage qui était un des instigateurs, des initiateurs de la psychométrie en France, tout au moins. Eh bien, j'ai eu cette chance de côtoyer Raymond pendant des années. Nous étions même amis, on a fait même des enquêtes ensemble, on est partis sur le terrain ensemble. Et j'étais très proche de Raymond. Ça a été pour moi quelqu'un d'absolument incroyable. Et c'est vrai que je le tenais au courant de ce que je faisais, de quelle façon je travaillais, etc., etc. Et je me rappelle, il me disait toujours, mais tu es faite pour ça, Pascal, tu es faite pour ça, parce que j'ai voulu amener une dimension à travers mes travaux, c'est-à-dire je voulais aller encore plus loin. Je voulais aller explorer plus loin, je voulais y mettre l'aspect psychologique aussi également. Et du coup, ma première enquête de vie antérieure, il en parle dans un de ses livres, il me cite, parce qu'il a dit, à ce jour, c'est la plus extraordinaire enquête que je connais. Et des fois, je me dis que de là où il est, il a dû voir le chemin que j'ai parcouru depuis toutes ces années. Et ma première conférence, je vais la faire à Paris, à l'Institut océanographique, où Cousteau faisait ses conférences. J'étais avec Raymond. C'était ma première conférence, c'était dans un amphithéâtre où Cousteau faisait ses conférences. Et là, je me retrouve devant un amphi complet. J'ai la température, je crois que je fais 39 de fièvre par le stress. Et les gens ont applaudi après mon témoignage, puisque je vais parler de cette première enquête, non seulement que Raymond reprendra dans un de ses livres, mais qu'en plus, TF1 en fera un court-métrage, et un court-métrage qui va obtenir un prix. C'était pour moi le début d'une petite notoriété de quelque chose qui se passait où je comprenais pas tout. Et Raymond m'avait dit, Pascal, c'est le début et tu vas aller très loin. Et j'ai eu cet honneur. Et on a refait une autre conférence avec Raymond ensemble. C'était à l'Olympia. J'ai eu ce privilège, de faire une conférence à l'Olympia et de partager beaucoup de choses aussi avec Raymond. Bien sûr que je l'ai bien connu et bien sûr que ça a été un privilège et je me dis des fois qu'il doit être fier de là où il est, de voir le chemin que j'ai parcouru dans ces disciplines, dans cette très belle discipline qu'est la parapsychologie, où j'ai fait évoluer les thèmes d'études. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans des livres, on peut les voir, on peut lire ça dans les livres. Ouais, je crois qu'il doit être un petit peu fier peut-être. Merci pour cette petite rétrospective. Alors aujourd'hui, en 2025, tu parles des femmes d'éternité comme d'un appel qui t'a été adressé. Quelle a été la toute première image ou sensation que tu as eue en entendant ce terme pour la première fois? Alors ce terme pour la première fois, c'est exactement le 18 septembre 1999.
Je suis en cours avec mes élèves, donc ça va faire 26 ans. Je suis en cours avec mes élèves et je travaille sur un sujet précis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'explore un lieu dans l'entre-deux-vie, puisqu'en fait, j'ai fait un ouvrage sur l'entre-deux-vie révélé, il y aura un tome 2 d'ailleurs, où ce qui m'intéressait dans ce travail, c'est de comprendre, parce que ça n'avait jamais été fait. On parlait beaucoup des communications avec les défunts, on parlait beaucoup de ci, de là, mais pas de l'itinéraire de l'âme dans l'entre-deux-vie. Et donc, grâce à mes travaux, où j'ai travaillé pendant 18 ans sur l'entre-deux-vie en expérimentant, parce que j'ai la chance dans ma carrière d'avoir été encadrée et d'être suivie par des scientifiques. Et je le suis toujours, suivie par des scientifiques. Je sais même que je suis suivie du Canada. Je suis suivie d'un peu partout sur mes travaux, je le sais. Je l'ai appris, on m'en a parlé. Et en France, je sais aussi que je suis suivie. Et donc, le but, c'était de comprendre l'itinéraire de l'âme, c'est-à-dire, je partais du postulat, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort jusqu'au moment de l'incarnation? Alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus, je vais faire très rapide et lapidaire, mais ça m'a demandé 18 ans de travail parce que les scientifiques vous disent une argumentation doit se baser sur des expériences. Et c'est pas parce qu'on a fait une ou deux expériences qu'on a une argumentation fiable. Non, c'est la répétition des expériences qui construit l'argumentation et l'argumentaire. Donc, au bout de 18 ans, 20 ans, je me suis sentie légitime d'écrire ce livre. Et donc, étape par étape, je vais aller dans l'entre-deux-vie. Et je vais expliquer étape par étape où je vais travailler des heures et des heures. C'est colossal ce que j'ai fait de toute façon, puisque à ce jour, j'ai des milliers d'heures de bandes enregistrées de tous mes travaux. Ça veut dire qu'à ce jour, je peux tout prouver, que j'ai bien dit ce jour-là, etc. Je garde tout sur des bandes son. Donc, je travaillais dans l'entre-deux-vie. Et c'était un passage de l'entre-deux-vie qui était lié à l'enseignement et du rôle des femmes dans l'entre-deux-vie, lié à l'enseignement et au sacré. Et donc, j'étais sur un cadre précis, parce que l'entre-deux-vie, si on n'est pas précis, on se perd très vite, on va n'importe où, et finalement, on va nulle part. Et donc, dans ce passage-là, je vois ma mère, que j'appelle Mamina, dont je parle dans mes livres. Elle est omniprésente dans l'ouvrage. Elle est omniprésente, Mamina. J'ai perdu ma mère il y a plusieurs années. J'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. Et elle est là, et elle me parle. Et elle me dit, il est temps que tu prennes une conscience de certaines choses, et que ces femmes que tu vois là, ici, dans l'entre-deux-vie, sont aussi incarnées. Et ces femmes ont un rôle important à jouer. Car ces femmes ont vécu à certaines périodes, notamment à l'époque de Marie-Madeleine, et elles ont évolué à travers le temps. Et ces femmes ont un rôle fort et important à jouer dans la société. Ce sont les femmes d'éternité. Et quand j'entends cette phrase, ce mot, les femmes d'éternité, je ne peux plus parler. Je suis prise, je suis dans l'émotion. J'ai les larmes qui coulent. Et les élèves qui étaient présents avec moi aussi. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de très communicatif où on a l'impression qu'il s'est vraiment passé quelque chose qui, d'un seul coup, a levé un coin du voile. En fait, je sais à ce moment-là que j'ai touché quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais j'ai mis le doigt dans un engrenage, j'ai mis le doigt dans quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là où je n'aurai de cesse de comprendre, de me concentrer, de faire des travaux et d'enquêter. Ce que tu portes à ton tour est quelque chose de douloureux, mais d'agréable aussi. Donc cette dualité entre fardeau et grâce, elle t'accompagne un petit peu tout au long de l'œuvre aussi. Oui, alors cette phrase que vous venez de citer, c'est une phrase de Mamina. C'est Mamina qui me dit ça. Et je l'écris dans le livre parce que c'est vrai, ce qui est beau, c'est que ça m'amène à faire des travaux que je n'aurais jamais imaginés et faire des choses inouïes parce que je suis loin d'avoir tout dit, mais bien loin d'avoir tout dit, alors que j'en ai déjà dit pas mal. Donc c'est magnifique, mais ce qui est douloureux, parfois c'est... j'ai pas tellement envie de parler de ça. C'est les attaques, c'est les... Oui, la vindicte populaire. La méchanceté, voilà, qui vous juge sans vous connaître, en fait. Alors, pour des raisons que j'ai même pas envie d'entrer, ça m'intéresse pas. Oui, on va passer à Marie-Madeleine. Plus précisément, tu dis que ces femmes ont été souillées, défigurées, emprisonnées. Pourquoi l'histoire humaine, selon toi, semble-t-elle toujours avoir peur des femmes porteuses de pouvoir sacré? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce qu'effectivement, on a une diabolisation accrue tout le temps. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, déjà, en parlant de Marie-Madeleine, donc pour tout le monde, Marie-Madeleine, c'est une pécheresse, une femme, une prostituée, enfin voilà, une femme de mauvaise vie, enfin voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on nous dit voilà. Et en fait, moi, je vais découvrir que pas du tout. Je vais découvrir que non seulement c'est pas le cas, c'est une femme de descendance, d'une belle lignée,
qui porte en elle l'éveil, la connaissance, l'engagement, le savoir. En fait, c'est une chevalière de l'époque, clairement, par la loyauté, la sincérité. Elle va être très liée à Jésus. Elle va avoir même un rôle fondamental auprès de Jésus. Mais il faut savoir que les femmes, et d'ailleurs je le dis, c'est vrai qu'elles ont été salies, souillées, abîmées, trahies, etc., enfermées. Mais parce qu'en fin de compte, ce fait, en fait, c'est le fait de dévaloriser le rôle des femmes. Et le fait de dévaloriser le rôle des femmes, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. L'effet Matilda, c'est en lien à une auteure américaine, Matilda Joslyn Gage, qui expliquait qu'en fait, on invisibilisait les femmes, on les dévalorisait au profit des hommes qui, eux, leur ont volé la vedette. Et l'histoire n'est fait que de ça, c'est-à-dire de femmes qui avaient dans tous les domaines, scientifiques, politiques, économiques, religieux, spirituels, dans les arts, en fait, on voit que la femme a eu du mal à faire sa place. Elle a eu du mal à faire sa place parce que y a des prix qu'on ne donne pas forcément à des femmes. Quand on reprend Marie Curie, par exemple, bon, elle a quand même eu le prix Nobel, mais il fallait y aller, je veux dire, et même dans l'art, et même dans la religion, même dans la spiritualité. On a mis beaucoup l'homme en avant, alors qu'il y a eu des sociétés matriarcales où la femme avait un réel pouvoir. Et c'est ça que je vais découvrir en allant justement dans ces voyages dans le temps. Je vais découvrir le pouvoir qu'elles avaient, l'engagement qui était le leur, et surtout le but de tout ça. Et ça va être intéressant de découvrir. Et finalement, on se rend compte qu'on s'éloigne un petit peu de du message dit, en fait, de ce qu'on a pu apprendre en religion ou au catéchisme, et on se dit, mais c'est pas du tout ce que je vois, et c'est pas du tout ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, dans toutes les enquêtes historiques que j'ai menées, et sur pas mal de sujets, quand j'ai enquêté, c'était pas tout à fait ce qu'on nous raconte, en fait. Il y avait autre chose derrière. Donc, c'est ça qui va m'intéresser, et ça va avec tous les autres enquêtes que je mène, ça va, comment dirais-je, m'attraper et me dire, non, il faut que je sache ces femmes, il faut que j'aille un peu plus loin, il faut que je connaisse, savoir ce qu'elles font exactement, et j'ai besoin d'en savoir plus sur ce qu'elles font. Je suis donc régulièrement, je me suis concentrée, régulièrement j'ai fait des voyages, et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai voyagé. J'ai voulu aller dans certains lieux. Alors, pas que pour Marie-Madeleine, parce que je mêlais, quand vous allez assez loin, vous en profitez pour faire plusieurs enquêtes à la fois, mais Marie-Madeleine, quelque part, a toujours été présente dans certains lieux où je suis allée, que ce soit en France ou en dehors de France, parce que je voulais comprendre aussi par où elle est passée, comment elle a cheminé, est-ce que ce qu'on nous dit est vrai, et là, du coup, je vais pas tout dévoiler, mais on va se rendre compte que je vais remettre en question pas mal de choses, notamment des lieux où elle serait restée longtemps, où elle serait passée, où je vois pas du tout ça, en fait. Et donc là, il y a une contradiction qui s'impose, une opposition qui est quand même très prégnante. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de poser les questions, de remonter à l'époque, puisque j'ai cette capacité de le faire, et de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans la période contemporaine, on vit une sorte d'inversion des pôles. C'est la manière, moi, en tant qu'homme, que je perçois les choses. Je pense qu'il y a eu une inversion des pouvoirs, un rééquilibrage de la balance. Et encore que, toi, tu décris une vaste fraternité féminine, transhistorique et transgéographique. Est-ce que tu ne ressens pas une forme de réactivation karmique de ce réseau en ce moment précis de l'histoire ? Alors, on va être très clair, je suis complètement en accord avec ça, puisqu'en fait, pour être honnête, l'année dernière, j'étais en train d'écrire un autre livre, un autre sujet. Et mes élèves de masterclass, avec qui je travaille depuis très très longtemps, ont la gentillesse, pour certaines d'entre elles, de me faire des retranscriptions de mes bandes. Parce qu'il faut savoir que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Les bandes, c'est très long à décrypter. Et j'avoue que j'ai vraiment des personnes adorables autour de moi qui reprennent mes bandes et font des retranscriptions par écrit. Ce que moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire. Et l'année dernière, au mois de janvier, elles m'ont dit, écoute, Pascal, on a refait des retranscriptions de certaines de vos enquêtes et des révélations sur Marie-Madeleine. Comment vous pouvez laisser ça dans vos archives ? Il faut l'écrire. Et moi, toujours très pudique, toujours, je ne veux pas déranger. Je dis, vous êtes sûr, il y a tellement de choses qui ont été dites. Oui, mais vous, ce que vous faites, personne ne fait comme ça. Alors, bien sûr qu'il y a des historiens qui ont fait un travail bien mieux que moi et que certains en ont parlé aussi d'une autre façon. Mais en fait, moi, j'ai mêlé les deux. J'ai mêlé l'histoire et mes capacités médiumniques, en fait, en allant sur le terrain. Et comme je peux faire ces voyages, et je les ai écoutés, et je leur ai dit, bon, écoutez, on va voir, je vais les relire quand vous les remettrez. Donc, elles me remettent les transcriptions, et là, je pleure. Je pleure. Et là, je suis tellement émue,
je me suis dit, waouh, j'avais oublié, moi, avec le temps. Et je me suis dit, si moi je pleure, mais ça peut toucher d'autres personnes. Et là, en quelques jours, je décide, effectivement, de me mettre à l'écriture grâce aux retranscriptions. Et je dis, j'y vais. Et là, je commence à écrire. Je me suis dit, je vais pas tout mettre dans le livre, mais déjà, je vais en mettre pas mal. Et on va voir comment c'est reçu. Et c'est comme ça que le livre va naître, en fait. Je les remercie toutes les trois parce que elles avaient la conviction avant moi qu'il fallait le faire, en fait. Et je ne regrette pas du tout. Et de là, effectivement, je vais construire mon livre, je vais faire des sélections et je vais dire si ça marche et s'il y a un bon accueil, il y aura une suite parce qu'il y a une suite. Et en fait, il se trouve que le livre est sorti le 3 juin et en 3 jours, il était en rupture de stock. Donc je me suis dit, il y a quand même une petite magie qui se passe autour du livre. Tu participes à cette réactivation quelque part, hein. Oh oui, pardon, j'ai oublié de dire. Oui. Alors effectivement, là je voulais parler de la genèse pour expliquer qu'en fait, j'aurais pu l'écrire il y a déjà plusieurs années, ce livre, hein, mais en même temps, c'est pas plus mal parce que des choses se sont produites il y a 2-3 ans. Mais je trouve que le moment où il sort, on est justement à cette scission des deux mondes. Et il y a une vraie envie de retour aux valeurs, de retour à des fondamentaux, de retour aux valeurs, de retour à des choses dont on a besoin. Et j'ai compris que mon livre s'inscrit dans ce qui est nécessaire d'entendre en ce moment. D'ailleurs, dans les messages, parce que j'imagine que vous avez lu le livre, dans les messages, il y a beaucoup de choses qui recadrent sur les valeurs, sur le sens de la foi. La justice, la vérité, la noblesse, hein, ces 3 mots spécifiques qui sont très récurrents au sein de l'ouvrage. Oui. Absolument, absolument. Eh bien, je dirais que il arrive peut-être au bon moment, mais sans prétention aucune, hein, vraiment. Mais je me dis que pour ceux qui le liront, en tout cas, il y a des messages à entendre. Alors évidemment, comme mes élèves l'ont eu en avant-première, certains l'ont eu, et ils m'ont dit, Pascal, les messages sont à tomber, c'est énorme, je le relis une 2e fois, c'est tellement fort. Je vois bien comment ils réagissent. Et je me dis, c'est un peu mon premier public quelque part. Mais d'un point de vue beaucoup plus général et plus global, je trouve qu'il tombe au bon moment. Je dis toujours d'ailleurs que la vie n'est pas une question de temps, mais une question de moment. Et il arrive au très bon moment, ce livre, justement parce qu'il fédère, parce qu'il véhicule, parce qu'il transmet, parce qu'il peut apporter à chacun d'entre nous. Et je le dis avec beaucoup de simplicité, parce que même moi, il m'a apporté quelque part sur des textes que je relis, même encore maintenant. Et je me dis, mais c'est tellement fort, c'est tellement ça, et c'est tellement vrai. Et on a Patricia Daré qui canalise énormément de messages sur les Templiers, hein, qui nous a prodigué certaines révélations. Et toi, tu affirmes de ton côté que l'enseignement des femmes d'éternité est resté caché dans des pierres, des temples, des symboles. Ce serait quoi le message le plus urgent à déchiffrer selon toi aujourd'hui, qu'on entre un petit peu dans le vif du sujet ? J'en sais rien parce qu'ils sont tous tellement importants. Je n'en sais strictement rien. Mais Marie-Madeleine, alors va m'expliquer, puisqu'en fait, à un moment donné, je suis à côté d'elle et j'écoute ce qu'elle dit, hein, clairement, et je le retransmets. Un jour, d'ailleurs, un de mes élèves, il m'a dit, quand vous vous concentrez, c'est un voyage en 3D. Mais c'est complètement ça, c'est complètement ça. Alors, par contre, ce que je tiens à dire, c'est que je n'ai jamais cherché à faire ça. J'ai constaté que je fonctionnais comme ça. Ce qui n'est pas pareil. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc maintenant, c'est devenu un automatisme. Et Marie-Madeleine va m'apprendre une chose, c'est que tout est codé et que tout a été codé. Que ce soit le vêtement, que ce soit la pierre, que ce soit sur des écrits, que ce soit dans des temples, des églises, peu importe, mais tout a été codé. Et qu'en fait, l'être éveillé qui suit le chemin, eh bien, devra resuivre ce chemin pour décoder ce qui a été codé. Et c'est humblement une petite partie du chemin que j'ai essayé de faire. Et en fait, elle va nous laisser des messages sublimes. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a un message plus important qu'un autre, parce qu'ils le sont tous. Ils ont tous des valeurs importantes, comme vous venez de le dire d'ailleurs, hein, sur ce qui va être important, sur ce qui va être fédérateur, comme si, en fait, elle nous secoue. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de prendre conscience aussi que vous avez un pouvoir et qu'il faut l'utiliser, que vous êtes des êtres souverains et qu'il faut le faire valoir. Et qu'en fait, elle parle aussi de ces femmes qui, actuellement, dans notre société, puisqu'elle explique, je vais le dire un peu en substance, que ces femmes vont s'incarner au fur et à mesure des siècles et elles vont être tour à tour prêtresses, druidesses, seigneuresses, chevalières, etc., etc.
et elles vont avoir des rôles à jouer tant dans le domaine philosophique, politique, dans les arts, dans la science, dans plein de domaines. Et d'ailleurs, il y a une femme à qui je pense, c'est Hypatie d'Alexandrie, qui, elle, Hypatie d'Alexandrie, était une femme brillante dans les arts et dans la science, qui a mal fini d'ailleurs, comme si c'était condamnable. Mais je travaille aussi sur d'autres femmes importantes qui ont joué des rôles fédérateurs et qui ont très mal fini, mais qui sont allées au bout de leur engagement. Vous savez, ce qui nous manque actuellement, c'est d'être derrière notre foi et de la brandir, notre foi, comme un étendard, et de se dire, oui, c'est possible, parce que j'ai constaté qu'on est dans une société où tout le monde se tait parce que tout le monde a peur. Et cette peur, elle est très limitante. Elle est limitante parce qu'elle nous fera jamais être ce qu'on doit être, en fait. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit plus on fait peur aux gens et plus on garde le pouvoir de leurs âmes. Ça veut dire, en fait, les gens sont anéantis dans leur peur, sont enfermés dans leur peur. Et donc, du coup, comme ils ont peur de tout, même de leur ombre, ils n'y vont pas. Et c'est bien dommage. Parce qu'en fin de compte, on est en train de perdre l'essence même de nos valeurs, l'essence même de notre souveraineté, on perd plein de choses. Et justement, vis-à-vis de nous-mêmes, et même dans notre vie de tous les jours. Et en fait, elle brandit la foi comme un étendard. Et la foi, je peux vous dire qu'elle l'avait, parce qu'il faut voir ce qu'elle dit dans ses messages, il faut voir les informations qu'elle lance. Donc la foi, elle l'avait, Marie-Madeleine, et elle l'avait au fur et à mesure de ses incarnations. C'est-à-dire que actuellement, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit à un moment donné. Elle dit, il est temps de reformer le cercle. L'homme est dressé contre la femme. On a une lutte des polarités, la division règne dans toutes les strates de la société. Donc l'homme contre la femme, ça en fait partie. Et bon, quelque part, ce livre aussi doit parler aux hommes, principalement. En tout cas, moi, il m'a parlé à moi. Il a parlé à ma part féminine, bien entendu. Là, vous posez une question. J'avais peur. Je m'étais posé la question, c'est plus juste. Est-ce que ce livre va intéresser les hommes ? Parce que finalement, c'est très féminin, ce dont je parle. Et la question est-ce que ça va intéresser les hommes ? Eh bien, je me rends compte qu'effectivement, les hommes sont touchés. Les hommes sont touchés, les hommes sont troublés, parce que j'explique aussi dans le livre, même si on parle beaucoup de Marie-Madeleine et des femmes d'éternité et des maris, Marie-Madeleine explique que l'homme est le pendant de la femme. Et il y a tout un passage où elle explique que c'est comment dirais-je, c'est l'unité des deux, en fait, c'est les deux qui ne font qu'un dans l'amour, dans l'accomplissement. Le rôle de l'homme est aussi important. Et elle l'explique, elle parle de l'homme et de cette reconnaissance. Donc de l'homme, j'en ai pas plus parlé dans son livre parce que ça viendra plus tard. Et des choses aussi où on parle des chevaliers ou de tous ces hommes qui vont accompagner et qui vont jouer un rôle fort. Mais en fait, j'ai pas envie de tomber dans ces fameux clichés la femme, la femme, la femme. En fait, l'homme et la femme ont tous les deux un rôle important à jouer, important et indispensable et nécessaire, parce que c'est ça qui va permettre d'assurer la lignée, la descendance. C'est ce qu'elle explique. Cette lignée, cette descendance qui va justement permettre de perpétuer la tradition et de conserver le message et transmettre le message. Donc en fait, sans l'homme et la femme, rien ne peut se passer. Et la lignée, elle s'arrête. Demain, on est tous du même sexe, c'est terminé, l'humanité, elle s'éteint. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle s'éteint demain, l'humanité. Donc l'homme et la femme sont indispensables et indissociables l'un de l'autre. Merci pour tes réponses. Alors, on part du côté de Vézelay. Lors de ton arrivée à Vézelay, pardon, je le prononce un peu mal, tu ressens un appel. Est-ce que tu as déjà vécu ce type d'appel sur d'autres lieux sacrés ? Est-ce qu'il y a toujours une vibration spécifique ? Oui, j'ai vécu énormément de choses. Ça serait des heures et des heures d'émission parce que j'en étais même à me demander comment c'est possible. Je peux juste avant parler de Vézelay, parler de ce qui m'est arrivé à Westminster Abbey à Londres. Et là, cette histoire, elle est incroyable. Je suis à Londres et je suis avec un ami qui ne connaît pas du tout l'abbaye de Westminster. Donc, il veut vraiment la visiter. Et je me rappelle, c'était fin août, il faisait une chaleur. Moi, je connaissais l'abbaye. Et en fait, pour lui faire plaisir, je fais 1h30 de queue presque en extérieur, de file d'attente. Et on entre enfin, on achète nos billets et on entre dans l'abbaye de Westminster. Et là, j'ai à peine pris mon billet, je suis à peine entrée que 2 guides viennent me voir et me demandent « Madame, est-ce que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, demandez-moi. » Je me dis « Mais pourquoi il vient me le demander à moi alors qu'il y a des gens qui sont entrés avant nous, ils arrivent après ?» Puis j'ai regardé et non, il n'allait pas au-devant des gens. Du coup, on commence à visiter l'abbaye, je lui explique, on fait le tour, on va dans les 10 chapelles, qui est juste derrière la nef, on fait le tour et on arrive dans un carré de l'abbaye de Westminster qui est Poets' Corner. En fait, dans ce carré-là,
il y a des ex-voto. D'ailleurs, il y a plus d'ex-voto que de tombes, et des tombes aussi. Car il faut savoir que l'abbaye de Westminster, c'est une des abbayes où, au mètre carré, il y a le plus de tombes et d'ex-voto, faut le savoir. Et donc, on est dans ce carré, et à un moment donné, donc un carré assez grand, dans un côté du transept. Et là, on est sur un mur, et on regarde les ex-voto, on était proche d'un mur, et là, bouf, du mur, il y a une porte qui s'ouvre. J'ai failli me la prendre dans le visage, j'ai juste eu le temps de me pousser, et là, il y a un religieux qui sort. Et donc, on est nez à nez, et là, il me dit, est-ce que vous souhaitez entrer derrière dans une petite chapelle? Et moi, ne sachant même pas ce que c'est, je lui dis oui. Et là, avec mon ami, il me pousse dans la petite chapelle et il referme derrière nous. Et là, dans cette petite crypte que je ne connaissais pas, je n'en connaissais même pas l'existence, il m'enferme dedans. Et là, cet ami me dit, mais ça t'arrive souvent, ce genre de choses? Je lui dis, oui, effectivement, ça m'arrive assez souvent. Il me dit, il y a quelque chose à comprendre. Je lui dis, mais c'est une certitude. Donc, je m'installe. On était seuls, un calme, comment dirais-je, une ambiance très roman, dans l'art roman. Rien à voir avec l'extérieur de l'abbaye. Et là, je commence à me concentrer. Et dans ma concentration, je vois quelque chose et je comprends pourquoi il m'a mis là. C'était en lien à une de mes enquêtes, dont j'ai fait un livre, qui s'appelle « Sur les pas de Mathilde Toscane ». Et là, je comprends pourquoi il a fait ça, dans son inconscient, parce qu'il ne pouvait pas le savoir. Et donc, au bout d'un moment, on décide de sortir, sauf qu'on n'arrive plus à ouvrir la porte. Et je me dis, c'est pas possible, il nous a quand même pas enfermés. Et donc, lui, comme il a plus de force que moi, il essaie de pousser la porte. Et en fait, il me dit, mais il a mis des poteaux pour tenir des cordons, vous savez, avec des cordons. Et donc, il a été obligé de pousser et de retenir le cordon en même temps. Et on s'est sorti du mur en se faxant un peu comme ça. Et devant les gens qui nous regardaient, les visiteurs, mais qu'est-ce qu'il faut à sortir du mur comme ça en se faxant? Et là, on se dit qu'on vient de vivre quelque chose d'incroyable. Et à ce moment-là, donc on sort de Poets Corner et on repart à gauche dans un péristyle, un début de péristyle qui donne à l'extérieur de l'abbaye où il y a plein de pièces, etc. Donc le temps qu'on fasse le tour du péristyle, il s'écoule à peu près 1 heure et quart. Et donc ça nous fait re-rentrer dans l'abbaye, mais presque au niveau de la sortie, au niveau de la tombe de Winston Churchill. Et là, qui je vois arriver parmi des milliers de visiteurs qu'ils évacuaient vers la sortie, je vois arriver mon religieux qui m'avait enfermé dans la crypte. Et là, il me voit, il soulève le cordon, il me dit « Venez, 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 venez ». Donc, je me dirige vers lui et je lui demande « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a dit « Ça vous dit d'assister à une messe privée avec nous ?» Et moi, je cherche même pas à comprendre, je dis « Oui ». Il soulève le cordon, donc on ne se dirige pas vers la sortie, mais on va avec lui. Et là, on se retrouve devant la tombe de Newton. Tous les gens évacuaient l'abbaye de Westminster. Et là, ils avaient refermé de part en part de la nef les grilles pour pas que les gens refoulent dans l'autre sens. Et les gens évacuent, donc l'abbaye se vide. Et là, je me retrouve seule et je vois des gens arriver, des femmes avec des petites voilettes sur les yeux. Je vois ce qui est en train de se passer. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, d'un seul coup, je le vois arriver avec un évêque. Il portait plus du tout le même habit. Et il demande de se mettre derrière eux et de le suivre. Et là, on rentre dans la nef, et dans la nef, il y a les stalles, et ces fameuses stalles, j'ai toujours été admiratif parce que je me suis dit, j'adorerais m'asseoir là, sauf que c'est strictement interdit au public, c'est réservé aux grandes familles, aux familles royales, mais on ne peut pas aller là. Et là, ils me font signe d'aller m'installer dans les stalles. Je suis installée dans les stalles, et là, j'ai envie de prendre des photos, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, il y a les évêques, il y a les religieux qui sont là. D'un seul coup, j'entends des chants. Un groupe d'hommes religieux chante, rentre dans la nef, passe devant moi et me salue comme ça, et me salue. Je fais, c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'asseoir à côté, et là, la messe a lieu. Je me retrouve dans les stalles avec quelques gens qui étaient derrière dans les stalles. Ça correspondait certainement à une famille à laquelle ils appartenaient. Tout le déroulé de la messe, j'ai juste eu le temps d'enregistrer les voix, j'ai pu brancher mon enregistreur, mais je n'ai pas pu faire de photos, c'était impossible. Et là, la fin de la messe arrive, le groupe d'hommes, la chorale, repart devant nous en nous saluant, et l'homme nous salue,
Et là, on quitte l'abbaye de Westminster. Il n'y a plus que nous, en fait. Et là, ce que j'ai vécu, je ne m'oublierai jamais. Donc, en fait, des expériences comme ça, j'en ai vécu pléthore. Et c'est là où je me dis qu'il y a une magie que je ne m'explique pas. Pourquoi je vis autant de choses comme ça sur des lieux sans comprendre, en fait, vraiment, réellement, tout ce qui se passe. Donc oui, j'ai vécu la magie à plusieurs reprises. Donc je reviens sur Vézelay, du coup, maintenant. Oui. Et Vézelay, ça va être aussi un petit peu pareil, parce que je suis sur mon enquête, alors là, purement Marie-Madeleine, je suis avec mon groupe d'études, et avec ce groupe d'études, on va, comment dirais-je, arriver donc à Vézelay, on va arriver à l'hôtel, on va prendre possession des chambres, et là, moi, à ce moment-là, je ressens un appel. Et cet appel me dit, Pascal, il faut que tu ailles tout de suite à la basilique, toute seule et tout de suite. Donc, je laisse toutes mes affaires sur mon lit, je quitte l'hôtel un peu à la nuit tombante, et je pars, parce que l'hôtel était vraiment pas loin, et je pars à la basilique. Et là, je rentre dans la basilique, et là, j'entends qu'il y a un prêche, une messe. Donc, j'étais vraiment au début, donc je vois l'allée centrale, tous les pèlerins assis sur les chaises, et au bout, je vois l'autel avec le prêtre et des religieuses. Et de là où j'étais, il y avait un pilier avec un haut-parleur, et il était question du bien et du mal. Voilà, du bien et du mal. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Or, dans l'allée centrale, qu'est-ce que je vois arriver? Des hommes dans des robes bures couleur marron, encapuchonnés, avec les mains prises dans les manchons, dans les manches, et qui avançaient deux par deux, et ils avançaient très vite. Sauf que ce que je vois n'est pas lié au plan terrestre, mais lié au plan parallèle. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'en fait, ils sont sur l'autre plan. Et je les vois arriver, et quand ils arrivent au bout de l'allée, moi j'étais sur la droite, eux et partent vers la gauche, et partent entre les piliers de la basilique et le mur. Et je me suis dit intérieurement, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils me montrent l'endroit où je dois aller. Donc, je décide de les suivre et je remonte un à un tous les piliers pour me retrouver au premier pilier qui correspondait au premier rang de l'église. Et là, je vois le prêtre, je vois les religieuses. Et il y a un temps fort de la messe, c'est là où le prêtre vient saluer les pèlerins pour la paix du Christ. Donc, on se fait une bise, on se serre la main, etc. Et moi, je suis derrière mon pilier. Et je suis un peu émue, je pleure parce que je me dis, mais personne va me voir. Personne va me voir. Et au moment où je pense ça dans ma tête, au moment où je le pense, le prêtre qui remontait à l'autel, allait savoir pourquoi, il tourne la tête et il me voit. Et quand il m'a vu derrière le pilier, il rappelle deux religieuses et il court vers moi pour m'embrasser et me prendre dans les bras. Et à ce moment-là, je vais me rendre compte que la crypte de Marie-Madeleine est juste en bas et je vais vivre un temps fort. Et en fait, quand je parle de mes expériences d'enquête de terrain, qui ne sont pas des anecdotes, attention, je précise, ce sont des enquêtes de terrain, quand je vis ce genre de moment, eh bien, ce genre de moment vient valider complètement, 100%, ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de faire, et surtout ce que j'ai fait en amont et qui m'a conduit là. Donc, pour moi, ce sont des moments qui sont très importants parce qu'ils viennent valider le sens de ma quête. Mais tu décris la scène de la messe et l'apparition de moines en procession. On est en train de vivre un petit peu cette histoire avec toi quand tu nous la racontes. Est-ce que tu as su immédiatement que tu étais dans une autre dimension? Et quelle sensation t'a permis de le comprendre, en fait? Parce que j'ai l'habitude. Je commence à avoir l'habitude. C'est-à-dire que quand je vois les moines dans l'allée centrale, mais en fait, c'est tellement réel qu'on se dit, il y a vraiment des moines, parce que j'ai dit, mais il y a des moines. Et en fait, ce qui m'a permis, c'est la vitesse à laquelle ils avançaient et la façon dont ils avançaient. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas réels. Et d'ailleurs, quand je vais les suivre, il n'y a plus rien après, près du pilier. Il n'y a plus rien. Donc, en fait, je sais faire avec le temps la distinction entre ce qui correspond au plan terrestre et ce qui est du monde parallèle. Et ça m'est arrivé sur plein de lieux, ce genre de choses. Alors, la seule, frustration que peuvent avoir les personnes qui sont avec moi à ce moment-là, c'est que eux ne voient pas ce que moi je vois. Ils sentent que vibratoirement, parce qu'il y en a qui ont cette capacité d'un point de vue vibratoire de ressentir, Pascal, ce que vous dites, je vois pas, mais je sens que ce que vous dites, il se passe un truc, je le sens en termes d'énergie ou en termes d'émotion. Donc on peut le vivre en termes d'énergie, en termes d'émotion, ou
peut-être se dire « Ah, il me semble avoir senti quelque chose », mais pour autant, comment dirais-je, ne pas le voir comme moi je le vois. Ça m'est arrivé à Glastonbury, à l'abbaye de Glastonbury, ça m'est arrivé dans plein de lieux où je vois en fait ce que les gens ne voient pas dans une dimension parallèle et que je vais décrire complètement. On va parler un peu d'histoire. Je te cite, « Je suis troublé par le fait que les reliques auraient été substituées. » Est-ce que tu ressens qu'il y a une volonté délibérée de brouiller les pistes autour de Marie-Madeleine? Oui, effectivement. Je ressens qu'en fait, pour dire la vérité, dans mon enquête, j'ai compris qu'on attirait notre attention des fois sur certains lieux en nous disant « Tiens, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a là, là, il s'est passé ça, là, elles ont débarqué là, etc. etc. » Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait des lieux dont on parlait beaucoup moins, mais qui, ces lieux-là, étaient plus importants que ce qu'on voulait bien nous faire croire par rapport à d'autres lieux. Et c'est ça qui a commencé à m'interpeller. Parce que sur certains lieux, je ne m'attendais pas à trouver ça, ou à entendre ça, ou à découvrir ça. Et en fait, c'est comme s'il y avait un malin plaisir que les hommes, par leurs écritures et par les écrits qu'ils ont laissés, à vouloir détourner du regard la plupart des gens en se disant voilà, c'est là que ça s'est passé, là, il y a ci, il y a ça. Alors qu'en fait, moi, j'ai découvert qu'il y a dans d'autres endroits, il y avait des choses qui étaient plus importantes, si ce n'est plus importantes. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est volontaire aussi tout ça. Et qu'on ait voulu déplacer des reliques, qu'on ait voulu les mettre ailleurs. Et d'ailleurs, Marie-Madeleine elle-même, avec les maris, diront, et cette communauté, expliqueront et diront qu'en fait, ils sont allés un petit peu partout. Et d'ailleurs, même les chevaliers, les templiers en parlent. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ils expliquent qu'en fait, le but, c'était pas de tout mettre dans un même endroit. Parce qu'il dit que l'homme n'aura de cesse de chercher. Et le but, c'est le message, le disperser un peu partout. C'est pour ça qu'ils ont créé des temples. C'est pour ça qu'à une certaine époque, au 1er siècle, ils ont créé des temples, ils ont créé leurs églises, et plus tard des abbayes. Et d'ailleurs, je découvrirai dans certaines enquêtes que y a des abbayes qui ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient à l'époque, mais qui regorgent de trésors en dessous. qui regorgent de trésors en dessous. Et donc, ils vont laisser un petit peu partout, même dans les commanderies templières, même, ils vont aller enterrer, et pas qu'en France, et pas qu'en France, pour éviter justement que, en fait, de ne pas mettre toutes leurs billes dans le même panier. Donc, c'est pour ça qu'elles vont aussi beaucoup pérégriner, toutes ces femmes, parce que, comme les hommes d'ailleurs, parce qu'ils vont avoir aussi une mission commune, tous les deux, les hommes comme les femmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier, puisqu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ils sont complémentaires. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de dire. C'est pour ça que le côté excessif m'embête un petit peu, parce que l'homme et la femme sont complémentaires, il faut le comprendre, parce que c'est eux qui vont assurer la descendance, c'est eux qui vont assurer la lignée, c'est eux qui vont assurer le message, que l'homme a un rôle à jouer, que la femme a un rôle à jouer, et que si, en fait, on se parlait un petit peu plus pour se comprendre un petit peu plus, on n'en arriverait pas à des débordements pareils. Donc, en fait, on est complémentaires, j'insiste, et je ne fais que répéter, d'abord je le pense, et je ne fais que répéter les propos aussi de Marie-Madeleine. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est une certitude. Mais notre essence est, selon certains, et puis je pense que c'est vrai, androgyne. Nous avons tous été hommes, femmes, dans des vies antérieures. Je n'en sais rien. C'est ce que j'ai pu recouper de par les différents intervenants qu'on a pu recevoir jusqu'ici, et ça résonne plutôt en moi. Donc effectivement, c'est très clivant. En tout cas, je voulais dire que de la même manière qu'il y a des femmes qui ont une énergie masculine, oui, il y a des hommes qui ont une énergie féminine. Et c'est important parce que l'énergie féminine, même chez l'homme, elle est très créatrice. Bien sûr. Elle est très créatrice. Et il y a des femmes qui sont plutôt masculines parce qu'ils font certaines choses, mais c'est pas négatif du tout. Ça fait partie de leur énergie. C'est comme elles sont. Donc en fait, alors je vais pas rentrer dans ce débat maintenant parce que je pourrais vraiment argumenter. Ça ferait l'objet d'un autre thème. Mais je pourrais expliquer quelque chose parce que la réincarnation, c'est vraiment un de mes autres points. On en reparlera à l'occasion d'une émission future. On en reparlera. Voilà. Ouais. On va voyager du côté de Rennes-le-Château, mais avant ça, on va faire un détour par Chartres. Tu ressens à Chartres une mémoire féminine profondément enracinée. Qu'est-ce que Chartres te dit encore aujourd'hui que tu n'avais pas perçu lors de ta première visite? Alors, il se trouve que je démarre un nouveau projet au mois de novembre où je vais faire des week-ends immersifs à Chartres, dans un lieu.
Donc ça s'est ouvert à tous. Voilà, on a fait le lancement il y a un mois. J'ai besoin de contextualiser pour comprendre ce que je vais dire après. Donc on a lancé ça il y a un mois et le premier module, par petits groupes, est déjà complet. On va lancer le deuxième module, etc. Et je voulais le faire à Chartres pour plein de raisons. Parce que je suis allée enquêter à Chartres. Il s'est passé beaucoup de choses à Chartres et j'ai découvert que Chartres était un lieu féminin et un lieu très fort où les femmes à l'époque sont venues, comment dirais-je, prier. Elles ont transmis. Alors évidemment, c'était pas comme c'est aujourd'hui, ça n'avait strictement rien à voir. Mais on est sur un emplacement important où à l'époque, je vois une forêt, je vois de l'eau, je vois des cascades, je vois des thermes, je vois de l'eau, je vois tout ça. Et en fin de compte, elles vont effectuer des rituels parce que l'eau est très importante pour les femmes d'éternité, la notion de l'eau. Elles vont transmettre, elles vont enseigner, elles vont fédérer, elles vont aussi construire leur église. Donc en fait, Chartres est un lieu féminin où la féminité, au fur et à mesure du temps, même si ça a été aussi masculin, mais où il y a eu des hommes, il y a eu des moines, c'est ça que je voulais dire, il y a un côté très féminin et très appelant, et qui est relié à Marie-Madeleine et aux femmes d'éternité et les femmes qui ont suivi ensuite. Et ça, j'en ai eu complètement la preuve lors d'une enquête où là, il n'y avait plus de place du tout à comment dirais-je, à l'incertitude. C'était suffisamment fort pour que je puisse douter de quoi que ce soit. Donc en fait, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu féminin, c'est un lieu qui a fédéré, c'est un lieu porteur d'une belle énergie, c'est un lieu aussi divin, sacré. Et je découvre au fur et à mesure encore d'autres choses sur Chartres, parce que on peut pas tout découvrir d'un coup. Mais au fur et à mesure de mes explorations, je vais découvrir des informations quand même très importantes. Tu relates une scène où les lumières s'allument autour de la statue de la Vierge en réponse à ta prière. Eh oui, parce que ça, c'est lors d'un voyage à Chartres où, lors d'une de mes expériences, lors d'un voyage, vous avez compris comment maintenant ça fonctionnait, c'est Marie-Madeleine qui me demande de me rendre dans la crypte de Chartres, en dessous, parce qu'elle explique que c'était là l'emplacement de l'ancien temple. Et donc, moi, je ne savais pas, donc je fais mes petites recherches, et en tapant, en allant voir, il y a quelques années, je découvre qu'il y a en dessous, dans la crypte Notre-Dame sous terre, il y a comment dirais-je, une petite alcôve dans laquelle il y a le vitrail représentant Marie-Madeleine. Et donc, alors, il n'en m'en faut pas plus. Donc, je pars là-bas à Chartres avec un ami et on prend notre billet parce qu'on ne peut entrer qu'en achetant un ticket. C'est pas accessible comme ça. Donc, on achète notre ticket et le guide vient nous rejoindre en expliquant que c'est lui qui va nous faire la visite, etc. Et donc, il ouvre la porte, il referme derrière, le petit groupe attend. Et là, un groupe allait sortir lorsque le guide qui s'occupait de ce groupe qui allait sortir dit à notre guide, écoutez, il y a un gros problème, il y a une panne d'électricité. Donc il va le rejoindre, il essaie de réparer avec lui au compteur, voir ce qu'il peut faire, et malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc il lui donne sa lampe torche en lui disant, écoutez, il dit, je décide de commencer quand même la visite. Donc on part en avant, mais dans le couloir dans lequel on était, nous avions la lumière du jour qui passait à travers les vitraux et ça donnait quand même une petite lumière dans toute la longueur du couloir. Et là, effectivement, je vois ce que j'avais découvert, donc je vois le vitrail et je demande à mon guide, je lui dis, vous pouvez me confirmer qu'il s'agit bien de Marie-Madeleine? Et là, d'un air négligé, il regarde le vitrail, il fait, je ne sais pas. Il a refusé sciemment, selon toi? Mais il nous avait dit juste avant la visite qu'il était chartrain, que la cathédrale n'avait aucun secret pour lui, et là, il ne sait pas ce que c'est sur le vitrail, alors qu'il fait des visites guidées, mais ça n'a aucun sens. Et du coup, nous arrivons donc dans l'endroit de la crypte, et là, j'attends que tout le monde s'en aille, et je reste tout seul, et je dis à mon ami, j'ai dit, reste avec moi, je voudrais vraiment me faire une petite concentration à l'endroit où il y avait une statue de la Vierge à l'enfant, et là, je mets mes deux bras le long du corps, et dans ma tête, je dis, écoutez, s'il vous plaît, si Marie-Madeleine est venue prier là avec les maris, faites-moi un signe. Au moment précis où je pose cette question, 3 lumières s'allument autour de la statue. Et j'ai eu peur, parce que j'ai l'impression que j'avais déclenché quelque chose. Et l'ami qui était à côté de moi me fait « Oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer ?»
Et je fais, mais c'est incroyable, alors qu'il y avait une panne d'électricité. Et là, je fais, alors là, c'est fort. Et à ce moment-là, le guide, voyant que je n'avais pas suivi le groupe, revient nous chercher dans la salle. Et il dit, s'il vous plaît, vous pouvez sortir. Et là, il lève la tête et il voit les 3 lumières autour de la statue. Il me regarde et me dit, restez tant que vous voulez. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, mais là, je comprends ce qui se passe et tout ce qu'il va me dire après. Voilà. On en revient au fait que certains sachants cherchent à taire volontairement la vérité, cherchent à éventuellement nous dérouter. On a le caviardage d'énormément d'écrits, on a accès à très très peu d'éléments au niveau de la bibliothèque du Vatican, par exemple. Pourquoi tout ça ? Garder la vérité, c'est toujours avoir un semblant de pouvoir quelque part. Alors, Marie-Madeleine explique dans un de ses messages que ils ont dû cacher des choses et ne pas forcément en parler d'une certaine manière, car la vérité ne peut pas être supportée forcément par tout le monde. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Hein. Moi, je ne suis que la messagère, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que les gens ont tellement été conditionnés d'une certaine manière et ont de telles croyances sans pour autant faire des recherches ou recouper l'information. Et c'est très dur d'aller contre des convictions. Moi, je pars du postulat, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais je voudrais me faire mon avis par moi-même et faire mes propres recherches. Mais vous avez des gens, surtout, il faut toucher à rien. Et c'est comme ça, si on nous a dit que c'est comme ça. Mais moi, j'ai compris à travers mes recherches historiques que non, c'est pas comme ça. Et je me rends compte qu'on nous ment beaucoup quand même, qu'on nous a pas mal menti, que c'est pas du tout ce qu'on croit pour certaines choses. Donc moi, c'est ça qui a commencé à m'interpeller. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu mener des enquêtes historiques pour voir le vrai du faux en fait dans l'histoire. Et est-ce que tu as essuyé des attaques de la part de groupements religieux ou autres, puisque tu as un certain impact ? Alors non, j'ai pas eu d'attaque parce que non. Moi, je mène une enquête, je mène une enquête historique, je canalise des lieux, je transmets ce qu'on dit, ce que j'entends, et en plus, c'est propre, c'est bien cadré, j'explique pourquoi, du comment. Je vois pas pourquoi j'aurais des attaques, en fait. Tu revisites l'histoire, tu casses certains dogmes, forcément. Alors, le dogme de la pécheresse et de la femme de belle lignée, oui, alors pour le coup, je le casse, là. Oui, pour le coup, je le casse. Mais il y a un moment donné, et puis peut-être je suis dans l'erreur, et auquel cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai fait un travail sincère et honnête. Donc, si je le casse, mais vous savez, rien n'empêche personne d'enquêter, de faire ses propres recherches. Moi, j'ai des amis autour de moi qui font aussi beaucoup de recherches dans certains domaines parce que ce sont des passionnés, alors que c'est pas du tout leur métier. Hein. Il y a des scientifiques, il y a des ingénieurs, il y a ci, il y a là, etc. Mais c'est des gens qui sont passionnés. Et je pense que quand il y a cette passion, cette envie, et qu'on essaie de comprendre, c'est ça qui pour moi est important. En fait, moi, je pars du postulat. En fait, moi, j'ai longtemps cru que ce qu'on me disait était vrai. Et puis, à un moment donné, à force d'enquêter, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Et à un moment donné, je me dis, je vais me servir de mes capacités et je vais me faire mon propre avis. Et je me fais mon propre avis depuis des années. Sauf que quand vous enquêtez, des fois, vous trouvez des informations qui vont vraiment dans votre sens. On va du côté de Rennes-le-Château cette fois-ci. Tu visualises Marie-Madeleine enceinte, installée dans la région. Comment tu reçois cette vision dans le cadre du débat alors, c'est pas du tout des visions que j'ai. Hein. Je suis dans le temps, je suis dans l'époque. Je la vois et je vois qu'elle est enceinte. Et effectivement, et je vois qu'elle va mettre un enfant au monde. Donc en fait, moi, j'ai pas de vision. Je voyage dans le temps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis concentrée, je vois Marie-Madeleine, je vois qu'elle est enceinte, j'entends parler, j'ai les odeurs. Je fais partie d'eux, en fait. Je suis à l'époque. Et d'ailleurs, quand je fais mes travaux soit historiques ou de vie antérieure, ce qui m'aide énormément dans mes enquêtes, historiques ou vie antérieure, c'est que justement, je décris parfaitement les lieux. J'entends les gens parler. Je peux lire sur un livre ce qu'il y a écrit. Je peux lire une phrase, je peux lire un nom de rue. J'entends. Je peux même traduire des conversations jusqu'à 3 personnes. Je l'ai déjà fait. Après, plus de 3, c'est compliqué. Mais 3 personnes, c'est déjà pas mal. Et en fait, je vais traduire et transcrire ce que j'entends. Donc, je suis avec eux à ce moment-là. Je suis vraiment... Je peux les toucher. Je les sens, j'ai leur odeur, j'ai le bruit de leurs vêtements, le bruit de la robe quand elle se déplace. J'entends comment dirais-je, le vêtement ou le volant, mais qui fait du bruit même quand il se déplace. Ça va jusque-là. C'est pas du tout des visions. Je vis le moment. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une pratique qui est très fatigante.
C'est-à-dire que quand je fais cette expérience, je suis très fatiguée après. Quand je reviens, je réintègre et je peux pas me permettre d'en faire une deuxième derrière parce que c'est très, très fatigant. Mais ça, c'est une façon de fonctionner que j'ai découvert, que je n'imaginais pas posséder du tout. J'ai découvert que c'était ma façon de fonctionner. C'est pour ça que j'ai pas de flash, j'ai pas de vision. Je vis ce que je suis en train de faire. En fait, imaginez un écran de cinéma. Vous regardez un film. Eh ben moi, je suis dans le film avec les acteurs. C'est presque la 5D, là, les nouveaux cinémas en 5D. Voilà, je suis avec les acteurs. Voilà. Oui, effectivement. Ah oui, ça me fait penser au chronoviseur, bon, d'une autre manière, mais le père François Brune avait, avec d'autres compères à l'époque... que j'ai bien connu d'ailleurs. Il revisitait l'histoire aussi également, quelque part. Mais c'est vrai que là, c'est très, très particulier. Alors, tu as une femme étrangère qui te reconnaît spontanément comme un guide. Qu'est-ce que tu ressens face à ce type de reconnaissance presque prophétique, j'ai envie de dire? Disons qu'il faut expliquer et contextualiser parce que je suis à Rennes-le-Château et j'y vais assez régulièrement, tous les 2 ans environ. Et là-bas, je travaille avec un guide historique, touristique historique. C'est devenu, d'ailleurs, cette personne est devenue une amie. Et on travaille en binôme. Je révèle, elle confirme. Je révèle, elle confirme. Parce qu'elle fait beaucoup de recherches et d'enquêtes aussi là-bas sur place. Et il se trouve que, en fait, ce jour-là, parce que quand je pars en enquête, j'ai un programme. Chaque jour, on fait quelque chose. Et on peut intervertir des journées en fonction de ce qui s'est passé la journée d'avant. Bien. Ce jour-là, on est devant l'église de Rennes. Et en général, j'y vais, mais en dehors du tourisme, en dehors des vacances, parce que j'ai pas envie d'avoir du monde avec moi. Et ce jour-là, on me demande de psychométrer un vêtement qui a appartenu à quelqu'un. Je dis pas qui. Et évidemment, cette proposition ne se refuse pas. Et comme il faisait un petit peu chaud en extérieur, je dis on va entrer à l'intérieur de l'église. Donc l'église de Rennes, elle est très petite, il y a une allée centrale, des bancs de part en part et l'autel. Et donc on avance dans l'allée centrale et je m'installe sur la gauche au 2e, 3e rang. Je mets le vêtement sur moi et je commence à psychométrer. Et je révèle, elle confirme, je révèle, elle confirme, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai besoin de prendre une respiration parce que les personnes étaient autour de moi, ils faisaient un cercle autour de moi. Donc je leur dis, écoutez, j'ai besoin juste un petit peu de respirer. Donc je me lève, le cercle s'ouvre et je sors du cercle et je fais quoi? À peine 2-3 pas, lorsque j'entends venir de derrière de l'entrée, It's you, I recognize you, you are the guide, you are the guide. Et là je me retourne, je fais, mais à qui elle parle? Qui est cette femme? Et elle arrive vers moi direct, elle me prend dans ses bras, elle me fait un hug. Et là, je lui dis, je lui demande en anglais, je lui dis, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je vous ai reconnu, vous êtes le guide et vous avez un lien avec Marie-Madeleine. Et elle me dit qu'elle vient des États-Unis, d'une ville juste à côté de Miami, et elle a reçu un message qu'elle me montre sur l'écran de son téléphone portable. Ce message lui disait que de venir dans ce lieu, et qu'elle allait rencontrer une femme, nanani, etc., etc. Et donc, elle m'explique son histoire, et je lui dis, mais c'est incroyable, parce que la probabilité sur 365 jours, 12 mois, 30 jours dans un mois, et le jour de la semaine, où on soit synchrone, rendez-vous au même moment. Et là, je lui dis, écoutez, vous avez beaucoup de chance, parce que nous ne devions pas venir à Rennes-le-Château, on devait aller dans le Dodécanèse, à Rhodes et Patmos, et le voyage a été annulé parce qu'à l'époque, il y avait une grève et il y avait des migrants qui avaient investi le port du Pirée, et l'agence de voyage avec qui je travaille depuis des années craignait que les bateaux entre le Pirée et les îles ne puissent être assurés. Donc elle m'avait déconseillé, elle m'a dit reportez votre voyage parce que je crains malheureusement que ça vous porte, que ça pose trop de problèmes. Et du coup, on était venus à Rennes-le-Château. Et cette femme va me dire, de toute façon, on devait se rencontrer parce que nous aussi, on devait aller dans le Dodécanèse à Rhodes et Patmos. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et donc, cette femme va m'expliquer et va me dire qu'elle, comment dirais-je, qu'elle écrit un livre en ce moment aux États-Unis sur Marie-Madeleine, comme quoi Marie-Madeleine serait la première femme pape. Et on commence à parler du lien en fait qui nous unit toutes les deux. Et moi, à ce moment-là, je reconnais que c'est une femme d'éternité.
c'est une femme d'éternité que je rencontre. Donc, je ne donne pas son nom dans le livre parce que c'est quelqu'un de connu un peu quand même aux États-Unis. Mais à laquelle je pense beaucoup en ce moment à recontacter, je ne vous le cache pas. Et en fait, le soir, à l'hôtel, on va se rendre compte qu'on était dans le même hôtel. Et le soir, elle va me demander si on peut aller toutes les deux dans un lieu. Et je vais décliner parce que je suis avec un groupe. Donc, en fait, la puissance aussi de Marie-Madeleine fait que, et je pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs dans les temps à venir, et très rapide d'ailleurs, c'est que ces femmes comme ces hommes et ces femmes vont tous se retrouver pour reformer ce fameux cercle. Tu dis « l'inattendu me met face à mon destin ». C'est quoi aujourd'hui, selon toi, la mission la plus urgente qui t'est confiée? En fait, il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une, mais c'est une question difficile de répondre. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup retrouver ces femmes d'éternité. Vraiment. Ça, j'aimerais énormément les retrouver. Parce que je sais que l'union fait la force, parce que je sais que le bon sens prévaut à la stupidité, parce que je sais que la foi est un garant, je dirais, du mensonge. Et pour toutes ces raisons-là, j'aimerais beaucoup, effectivement. Et peut-être, je dis bien peut-être, pouvoir, et j'ai envie encore d'explorer certains lieux et retrouver aussi certaines choses. Voilà, voilà. Mais comme ma mission, elle est vaste, hein, il n'y a pas que ça, mais en tout cas liée à ce thème-là, oui, ça c'est une certitude. Pourquoi l'enseignement oral est central selon toi par rapport à toutes les autres transmissions qu'on pourrait, tous les autres vecteurs de transmission? Les écrits peuvent se perdre, et ils ont été cachés d'ailleurs pour certains d'entre eux. D'ailleurs, la phrase en début d'émission, l'apocryphe trouvé en Haute-Égypte, si ce texte n'avait pas été retrouvé, on n'aurait jamais eu connaissance de ce magnifique texte. Alors que l'aspect oral, on transmet oralement les choses. Et c'est comme ça aussi, de génération en génération, où on transmet l'information, c'est comme ça aussi qu'on conserve le message. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi dans d'autres enquêtes où, grâce aux gens qui parlaient déjà depuis 2 siècles, on sait des choses depuis 2 siècles grâce à la mémoire collective des gens. Ces écrits enfouis, ces rouleaux sacrés, est-ce que tu penses qu'un jour on les retrouvera physiquement ou qu'il y aura des révélations, peut-être? Pour certains de ces rouleaux, j'ai vu pour certains où ils étaient, où ils ont été stockés, même où ils étaient. Mais pour les retrouver, il faudrait des autorisations pour aller dans certains endroits. Là, c'est cloisonné à chaque fois, donc on a une chape de plomb quand même. Oui. C'est compliqué parce je sais qu'il y a des lieux, des choses que j'aimerais faire, et même pour d'autres enquêtes, mais il me faut des autorisations. Je peux pas y aller comme ça. Alors Marie-Madeleine, elle aurait fondé une église ésotérique. Alors, tu parles d'une église au sens spirituel ou d'une lignée initiatique? Voilà, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'elle a fondé son église, c'est-à-dire quand elle parle de son église, mais l'église pure, dans l'amour, dans le sens des choses, où elles vont, ces femmes-là, étudier, apprendre. De la même manière, elles pourront apprendre l'importance, des plantes, mais aussi c'est des femmes qui vont mettre au monde, qui vont accoucher d'autres femmes, qui vont transmettre dans les arts, mais aussi dans tout ce qui va être aussi spirituel. Donc, il va y avoir plein de choses qu'elles vont mettre en lumière et mettre en avant. Et en fait, l'Église en tant que telle, c'est là où elles prêchent. Et dans leur Église où elles prêchent, elles amènent aussi tout l'aspect d'amour et d'un espèce de message, d'un message universel aussi qui va être lié à ça. Et c'est ça qu'elles vont faire aussi également. C'est le message dans le message, la transmission afin de fédérer, afin de transmettre cette force et de protéger. C'est-à-dire, il y a aussi un but derrière, j'ai compris, c'est protégeons tout ce qui est sacré. Sinon, il y en a qui vont l'abîmer, qui vont le détruire. Et d'ailleurs, quand on voit certaines révolutions françaises, où on a saccagé des tombes, on a saccagé des lieux sacrés, on a profané même des lieux pour faire disparaître des choses. Donc, en fait, elles étaient très avant-gardistes, en fait. Elles savaient que la notion de ceux qui protégeront le message existait, mais que la notion de ceux qui allaient le détruire, le cacher, pour s'en servir pour eux-mêmes, mais pas de la bonne manière, elles savaient aussi que ça existait. Donc, elles étaient conscientes de tout cela. Donc, en fait, c'est ça qu'elles expliquent aussi également. D'où l'intérêt de fédérer positivement pour aider à transmettre et à faire en sorte de coder certains lieux pour que le message ne soit pas perdu. Et surtout, leur peur, c'est que ça tombe dans de mauvaises mains. Tu fais souvent le lien entre Chartres et Delphes, notamment autour de l'omphalos. Alors,
En quoi ce nombril du monde, pour toi, c'est une clé pour accéder peut-être au féminin sacré? Alors, je ne fais pas vraiment de lien. Ce sont des étapes de passage. Hein, ce n'est pas vraiment un lien, mais des étapes de passage. Pourquoi? Parce qu'à Delphes, je vais découvrir sur le site de Delphes, et un endroit très particulier, l'importance qu'ont eu les femmes d'éternité à une époque, et dans plein de domaines. Et j'explique en fait même le lien qu'elles avaient avec la mer, avec l'eau. Et je veux pas tout dévoiler non plus, mais j'explique tout ça. L'omphalos, en fait, c'est cette pierre qui correspondrait un peu... Alors, il y a plusieurs versions autour de l'omphalos. Celle où deux aigles ou Zeus auraient fait... deux oiseaux se seraient rencontrés, auraient fait tomber une pierre en décidant que c'était là le centre du monde. Donc, il y a plusieurs versions autour de l'omphalos. J'y suis allée. C'est un endroit effectivement fort. Mais là, pour moi, l'endroit plus aux femmes d'éternité, c'est Delphes. C'est vraiment Delphes. Et là, j'ai vu, d'ailleurs, il y a les vestiges, on peut voir le temple d'Apollon, je crois que c'est le temple d'Apollon, de tête, oui, c'est ça, alors évidemment, ce sont des ruines, mais quand on voyage dans le temps, on ne voit plus les ruines, on voit autre chose. Et comment ces femmes vivaient. Donc, ça surplombe la mer, Delphes surplombe la mer, on voit la mer en face, et on se rend compte de la vie dans le port, ce qui se passait dans le port, de ces femmes qui protégeaient. Et puis, il y a tout cet aspect aussi de la sororité aussi qui va être très importante, et de la complicité aussi avec les hommes. Parce que je parle des femmes, mais je n'en oublie pas les hommes pour autant. Et là, elles vont prendre soin de ces femmes, justement, et les éduquer, leur transmettre le message pour qu'elles deviennent plus fortes. Parce que ce que vous emportez dans une vie, en termes de connaissances et de culture, c'est quelque chose que vous gardez pour votre prochaine incarnation aussi également. C'est comme un petit bagage, une petite mémoire. Et le but, c'est que ça perdure avec le temps. Alors, je vais me permettre d'être un tout petit peu clivant encore, en revenant sur un point, parce que pour moi, il y a une grille de lecture spirituelle, bien entendu, à travers cet ouvrage et à travers les femmes d'éternité, mais il y a aussi un petit peu de politique. Tu dis que les femmes d'éternité ont initié les hommes, et non l'inverse. Alors, certaines femmes, oui, certaines femmes, ça a été le cas de Marie-Madeleine, par exemple, et elle parle d'une initiation, mais cette initiation, elle est plutôt en lien à l'amour aussi également, et à la sexualité, je suis désolée de le dire, mais c'est ça. Ça veut dire, en fait, il y a une forme d'initiation, et on le retrouve. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'à travers toutes les recherches que j'ai faites, on retrouve chez certains personnages historiques connus le rôle de l'importance de la femme vis-à-vis de l'homme. Et des hommes même très connus, hein, et même au 19e siècle, hein, au 18e siècle, où la femme va initier l'homme. Et d'ailleurs, je fais une petite digression, mais même au 17e siècle, où sans citer de nom, les hommes allaient se faire déniaiser auprès de certaines femmes, comme si c'était la femme qui devait lui apprendre comment on fait. Donc, pour que ça reste neutre, ils allaient se faire déniaiser auprès d'une femme voilà. Et de la même manière, on va retrouver au 18e, au 19e, les cocottes, les demi-mondaines, par exemple, qui vont initier l'homme à l'amour et à certains jeux, à certains rituels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, la femme, l'initiatrice, alors là, évidemment, je parle d'amour, je parle de sexualité, mais il y a aussi cet aspect aussi lié aussi à la connaissance, où les femmes vont jouer un rôle fort. Alors, ça ne concerne pas toutes les femmes, mais ça concerne des femmes qui ont cette connaissance, cette initiation en elles, et qui vont, comment dirais-je, initier l'homme dans certains domaines. On va passer sur les lieux, les codes et les voyages. Tu dis que tout est codé, donc les lieux, les vêtements, les chiffres. Tu fais de la psychométrie. On rappelle à notre auditoire que la psychométrie, c'est l'art de remonter dans le temps en touchant un objet, notamment, et de retracer un historique, un contexte, et d'éventuellement donner des clés. Pour toi, le code sacré le plus mal interprété, le plus galvaudé à ce jour, ça serait lequel? Alors, je sais que c'est des questions un peu compliquées parce que je te demande toujours un exemple spécifique qui remonte en haut de la pyramide, mais... Ça ne vient pas là comme ça, je suis désolée. Le Graal, par exemple. Qu'est-ce que c'est selon toi? Pour moi, le Graal, c'est le calice. C'est la matrice de la femme qui va recevoir la semence et qui va assurer la lignée. Pour moi, le Graal, c'est vraiment ça. C'est vraiment... En fait, on a deux êtres qui sont de 10 lignées tous les deux, mais qui ont un rôle et qui se sont incarnés et qui ont un rôle fort à jouer, je dirais, dans leur incarnation. Et d'ailleurs, même des fois, c'est pas forcément... Quand on a un rôle fort, il ne faut pas croire que c'est forcément facile, hein.
il y a des fois aussi, c'est même très complexe de jouer un rôle et d'avoir une position, une posture en tout cas. C'est des fois même très très complexe. Mais en tout cas, c'est vraiment lié pour moi à la lignée, au sang royal, à la lignée royale. Tu te reconnais donc un petit peu dans le code de Vinci de Dan Brown ? Alors, c'est vrai que dans le Da Vinci Code de Dan Brown, il est question de certaines choses. Je trouve que dans son livre, il soulève des choses intéressantes. Hein. Il soulève des choses intéressantes dans son film, dans son livre, dans son film. Oui, il soulève des choses très intéressantes, oui. Tu écris que la vérité n'est pas ce qu'on nous dit, mais ce qui est caché au cœur des choses. Comment, alors on va pouvoir, nous tous, cultiver cette capacité à voir derrière le visible, pour ceux qui nous écoutent, commencer à s'entraîner? En fait, il faut avoir envie de chercher, envie de comprendre. Il faut s'informer, s'interroger, essayer de sélectionner des informations. En fait, à partir du moment où ça vous touche, où ça vous résonne, essayez de comprendre pourquoi ça vous touche ou ça vous résonne. Et soyez curieux. Il faut essayer d'être curieux, d'écouter des gens pour lesquels vous sentez que la parole ou les écrits peuvent vous apporter quelque chose, ou ça touche quelque chose en vous. Parce que si ça vient toucher quelque chose en vous, ça veut dire qu'il y a peut-être une piste à suivre. Et puis peut-être aussi visiter des lieux, aller sur des lieux, les visiter, se laisser guider, s'inspirer. Vous savez, c'est un long chemin, une quête. Hein. Pour l'avoir fait pendant des années, c'est un long chemin, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts comme ça. C'est un long chemin sur lequel il faut itinérer, pérégriner pendant des années pour essayer de trouver, de comprendre et de donner un sens. On ne s'arrête pas à la première embûche. Ah, pas du tout, non. Non, parce qu'il y a des fois, on peut être découragé, mais ça fait partie du chemin. Le découragement fait partie du chemin. Le doute fait partie du chemin. L'erreur fait partie du chemin. Mais la foi permet justement de se dire, allez, on se relève et on continue. On y va, on continue. Et c'est grâce à ça, justement, qu'on peut encore aller plus loin. Et puis d'un seul coup, cette persévérance va mettre au jour une lumière qu'on n'avait pas vue. Alors justement, toi, tous tes voyages, est-ce que tu les définirais comme des missions karmiques programmées ou une intuition qui décide quelque part l'itinéraire que tu dois prendre? Une décision. C'est une décision. Je décide d'aller là parce que je sens, soit comme Chartres, j'ai eu l'information en amont, c'est pour ça que j'y suis allée, ou pour d'autres lieux, soit j'ai l'information lors d'un de mes voyages, de mes concentrations, soit mon instinct me dit d'y aller. Et j'écoute mon instinct. Voilà. Ouais, donc, ça peut être plusieurs possibilités. Hein. Voilà. Tout est écrit, selon toi? Là, vous voulez dire par rapport au futur? Oui, par rapport aux lignes temporelles Ah oui, alors là, emprunte. Ça sera un très long débat. Je ne peux pas rentrer là-dedans, ça va être trop long. Mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai des réponses à donner, mais ça risque d'être très long. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses sont écrites parce que, je vais le faire de façon lapidaire, hein, beaucoup de choses sont écrites parce que ce que nous vivons actuellement dans cette vie fédère déjà un futur proche. Tout ce qu'on fait depuis notre naissance jusqu'à maintenant crée un potentiel futur. Et ce futur potentiel, il est déjà inscrit, puisque c'est votre pensée, ce sont vos actes, vos attitudes, votre investissement et engagement qui fédèrent ce futur. Comment je peux vous le dire de façon assurée? C'est grâce à mes travaux sur la réincarnation, où quand je détaille, comme je le détaille, et j'expertise comme j'expertise, il y a quelque chose qui revient en numéro 1 quand on travaille d'une vie à l'autre, ce sont les répétitions de schémas. Et inversement, ce sont les répétitions de schémas qui expliquent justement qu'il n'y a qu'une seule, qu'il y a une partie que vous avez fédérée, que vous avez écrite. Ça, c'est une certitude absolue parce que j'en ai tellement sous le pied, je peux tellement le démontrer de A à Z que c'est même pas à remettre en question. Là, pour le coup, je me permets. En revanche, j'ai aussi compris une chose en faisant mes explorations du futur, qu'à un moment donné, vous l'avez cité le nom tout à l'heure, c'est le libre arbitre. Que ce libre arbitre peut intervenir à un moment donné, ça veut dire, et ça je l'ai vu aussi, ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes face à un problème. Face à ce problème, vous avez 3 possibilités. Aller devant, à droite, à gauche. Eh bien, c'est le fait que vous alliez à droite, à gauche ou devant qui va quelque part aussi dire, ben voilà, j'ai choisi ça en fonction de ce que je pense être bien. Et ben c'est ça qui peut déterminer aussi qu'il y a une grande partie qui est écrite par rapport à ce que vous avez fait dans cette vie, la façon dont vous pensez, vous agissez, vous menez votre vie, conséquence de vos vies passées. Donc, ça expertise votre futur et ce potentiel futur. Mais dans ce potentiel futur, il y a des éléments qui viennent s'incruster en fonction de aussi la façon dont vous allez gérer les choses. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple.
j'ai fait, moi, du sport, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'ai fait de la compétition. Vous devez vous préparer à un match, à une compétition. Cette compétition, elle est inscrite, elle est programmée, vous allez la faire. Mais ce qui va être, comment dirais-je, primordial, essentiel pour gagner cette compétition, c'est la préparation en amont. Si en amont, vous vous préparez à être performant, vous êtes au top, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est génial, vous mettez toutes les chances de votre côté. Mais il se peut que vous ne fassiez pas une bonne préparation. Auquel cas, dans les deux cas, vous allez à la compétition, sauf que c'est la manière dont vous allez vous préparer qui donnera l'issue de cette même compétition. Est-ce que c'est clair la façon dont je l'ai expliqué ? Oui, limpide. Eh bien, il faut intégrer ça. Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous allez intégrer, ce que vous allez savoir, c'est ça qui va être déterminant aussi sur le futur. Ça veut dire il y a des axes, et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans un de mes livres qui est l'Entre-deux-vies révélées, c'est l'étape numéro 4, c'est là où tout se décide, et d'ailleurs, je ferai un deuxième tome où je ne parlerai que de ça, parce qu'il se dit des choses et il se fait des choses à ce moment de l'étape de l'entre-deux-vies qui est très importante. Eh bien, c'est ça qui va être fédérateur complètement pour inscrire, bon, votre potentiel futur, vous l'avez inscrit, le passé, le présent, vous l'inscrivez sur le futur, forcément. Eh bien, puisque c'est saint Augustin qui disait que le passé, le présent et le futur existent puisqu'on peut le concevoir. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est la façon dont vous allez gérer qui donnera l'issue. Et ça, c'est vous qui allez aussi l'écrire, ça en fait partie. Marie-Madeleine, on en a beaucoup parlé là, tout au long de l'émission. J'aimerais avoir maintenant quelques éléments par rapport à la compagne du Christ. D'un point de vue historique, selon toi, comment ça s'est passé ? Alors, je ne peux pas en parler parce que ça fait partie d'un autre tome. Donc, je ne veux pas en parler maintenant. Je ne veux pas spolier ce qui va venir. On peut avoir des petits éléments, une sorte d'amorce, peut-être. Alors... Parce qu'on est tous curieux par rapport à ça. Oui, je sais qu'on est curieux, mais je ne veux pas spolier la suite. Ce que je peux... Allez, 2-3 petites choses. Ils se sont rencontrés, ils étaient jeunes quand ils se sont rencontrés. Parce que j'ai déjà un livre qui est écrit sur Jésus. Une partie, en tout cas. Une partie, parce que j'ai fait un travail assez important. Donc, je sais qu'ils se sont rencontrés jeunes. Je sais aussi l'appel de Marie-Madeleine, son origine, d'où elle descend, d'où elle vient. Bon, voilà, j'en dis pas plus. Voilà, je veux pas spolier. On parle de la lignée davidique. Nous, on a reçu une intervenante qui s'appelle Alexis Ambre, qu'on adore au demeurant, et qui a écrit un livre sur Jésus, Joseph Emmanuel le Nazoréen. Et elle a, elle aussi, revisité l'histoire. C'est assez intéressant. Il faudrait voir si vos visions se rejoignent à un certain moment. C'est pas des visions, hein, j'insiste. Hein, oui, tout au moins vos lectures, vos réminiscences, parce que c'est peut-être des réminiscences, en fait, ce que tu vis. Je dirais, il n'y a pas de mots adéquats pour... En fait, j'insiste parce que vraiment, je suis à cette époque-là. En fait, pour que vous compreniez, en fait, j'ai fait un travail, j'ai voulu comprendre, parce que bon, c'est une quête historique que je mène depuis des années, hein, c'est pas arrivé comme ça, voilà, ça sort maintenant, mais c'est depuis plus de 30 ans déjà. Et en fait, j'ai voulu, et avec la collaboration avec une de mes élèves d'ailleurs, travailler sur l'itinéraire de Jésus, c'est-à-dire du moment où il s'incarne, où il vient au monde, jusqu'au moment où il décède. Alors, le premier livre concerne la période, parce que c'est très long, et je vais faire à peu près une trentaine d'heures de concentration pour ça. C'est-à-dire, là, j'ai jusqu'à 15 ans. Et pour le moment, je n'ai pas repris. C'est pour ça que je ne veux pas publier pour l'instant, parce que là, il faut que je reprenne au moment où je me suis arrêtée pour continuer les étapes d'après. Mais le travail est fait au moment où il arrive jusqu'à ses 15 ans. Et là, je sais que ça va être une étape beaucoup plus complexe parce qu'on ne sait rien de la vie de Jésus entre 15 et 30 ans. On ne sait rien de la vie de Jésus. Il y a un gap, on ne sait pas. Il y a un espace vide, on ne sait pas. Et donc la prochaine étape est de rentrer justement dans l'aspect à partir de 15 ans. Je me suis arrêtée là pour l'instant. Alors par rapport à ce cercle féminin, ces femmes d'éternité, tu dis que ces femmes vont créer des fondations, des associations. Est-ce que tu penses aussi que leur mission passe désormais, puisque c'est presque inéluctable, est-ce que ça passe aussi par les outils modernes, réseaux sociaux, médias, télévision ? Alors, oui et non en fait. Oui, parce que ça va permettre, je pense, à certaines personnes de se reconnecter entre elles, mais les rencontres fortes que j'ai faites, c'est en dehors des médias et des réseaux sociaux. Hein. Je les ai fait en réel sur le terrain et sur les lieux, et j'en ai fait.
Et là, pour moi, c'est beaucoup plus important parce que après que les réseaux fassent venir des gens ou me mettent en lien, ça sera un outil qui n'est pas négligeable. Mais j'ai constaté que les rencontres, enfin en tout cas les rencontres fortes que j'ai faites, c'est en dehors des réseaux sociaux, vraiment. C'est pour ça que je suis très mitigée. Les rencontres importantes, pour moi, sont faites sur le terrain, dans des lieux précis, qui venaient valider. Les réseaux sociaux, pour moi, sont juste un outil de se dire « Tiens, quelqu'un m'a entendu et cette personne, discrètement, me contactera. » Tu dis que certaines choses doivent rester tues. Comment on peut choisir ce qui va être révélé au public et ce qui doit rester secret ? Si des choses ne doivent pas être dites et que je l'entends dire, voilà, je l'entends, mais ça, faut pas le dire, bah, j'écouterai simplement ce qu'on me dit. Voilà, pour le moment, on parle pas de ça. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, dans ce que j'ai écrit dans le livre, il y a des choses que je n'ai pas dit pendant des années parce que je voulais parler, parce que voilà, en fait, il faut aussi que moi je me sente prête à dire les choses et parce que c'est pas évident de parler de ça. Alors, je sais qu'il y a plein de livres qui ont été écrits sur le sujet, des historiens ont fait un travail remarquable, d'autres personnes ont canalisé, ont fait un travail remarquable aussi. Moi, je l'aborde d'une façon différente, un mélange des deux, de l'histoire et de l'enquête et des voyages sur place. Mais il y a des fois, même à ce jour, même dans le livre, il y a des choses que j'ai pas mises. Je me suis dit, non, pas maintenant, pas maintenant. Chaque chose en son temps, en fait. Et je fais d'immenses travaux sur l'origine de l'humanité, sur des civilisations anciennes. Je fais des travaux également sur des liens entre des lieux stratégiques entre eux, où je relie les liens entre eux, mais même ça, pour l'instant, je suis pas prête à en parler. J'attends un peu que certaines choses se calment pour pouvoir en parler. Alors, c'est la première fois que je te reçois sur notre antenne. Donc, il y a une autre question inévitable. On parle tous d'un changement de dimension, d'un passage en 5D. Toi, tu parles d'un changement de fréquence vibratoire nécessaire pour accéder à certains savoirs. Est-ce qu'on y est ? Eh ben, pour certains, oui. Pour certaines personnes, oui. Ça y est, certaines personnes ont commencé à se caler dans cette fréquence vibratoire. Oui, effectivement, je ne peux pas le dire autrement. Et puis, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que mais ça me fait de la peine parce que je suis quelqu'un de sensible, mais que malheureusement, il y a des gens qui vont pas rejoindre pour le moment cet aspect vibratoire de fréquence. Et en fait, et d'ailleurs, je tiens à le dire, puisque là, vous venez de dire un mot très important, il se trouve que cette année, avec mes masterclass, là où on fait un travail inouï, jamais j'aurais pensé parler de ça. D'ailleurs, il y a un homme une présence est venue à côté de moi en cours, et par rapport à quelque chose que je travaillais, d'ailleurs, sur les origines de l'humanité, curieusement. Et cet homme me dit, avant toute chose, je voulais vous dire qu'il faut toujours penser en termes d'ondes, de fréquences et de vibrations. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et il continue à me parler, et à un moment donné, je dis, mais attendez, vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Donc, les personnes, le petit groupe qui est avec moi, parce qu'on fait des petits groupes où on travaille, on y va, ça des potes. Et donc, tout de suite, boum, les enregistrements, machin, on enclenche tout. Et à un moment donné, je dis, mais vous êtes qui ? Et la personne me dit, je suis Nikola Tesla. Oh ! Et moi, jamais j'avais communiqué avec Nikola Tesla, c'était une première. Et là, il m'envoie des informations de dingue sur des lieux, il me disait, mais voilà, ça, je vous explique, ça, etc. et tout. C'est monstrueux tout ce qu'il me dit, mais un truc de dingue. Je suis sonnée au bout de 3 heures, je suis vraiment sonnée. Et je vais juste vous dire ça. À un moment donné, il me parle de lieux et il me relie ce lieu-là aux pyramides d'Égypte. Et il me dit qu'en haut des pyramides d'Égypte, il y a quelque chose d'important qui est relié, il explique plein de choses, et il me dit qu'en dessous des pyramides, il y a des systèmes de machines, de fréquences, d'énergie qui tournent comme un truc qui tourne, comme dans un rouleau qui tourne, et des fréquences sous la pyramide. Moi, quand j'entends ça, je fais, c'est pas possible, j'ai mal compris ou j'ai mal entendu. Sauf que c'est juste un petit extrait, en avant-première, je vous l'offre, puisque la question m'est posée. 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard, alors comme tout est daté, j'ai aucun problème de retrouver la date le jour où je l'ai dit, 15 jours plus tard, on entend, et sur les réseaux Internet, que des chercheurs en Égypte ont découvert des machineries sous les pyramides. Et là, je me souviens de ce que j'ai dit, je fais, mais c'est un truc de dingue, c'est une dinguerie cette histoire. Et suite à mes travaux,
Et c'est beaucoup le cas en ce moment. J'apprends 15 jours, 3 semaines, un mois après que c'est juste, et sur des lieux improbables. Et les pyramides en font partie. Et là, j'ai trouvé ça absolument incroyable, vraiment, vraiment. Par rapport aux femmes sacrées dont tu parles, est-ce que c'est un phénomène mondial ou est-ce que tu sens qu'il y a une émergence plus fortement concentrée dans certaines cultures ou dans certaines régions? Je mets un petit temps à réfléchir parce que je dirais qu'il n'y a pas forcément... Alors, dans ce que j'ai reçu dans les messages, on parle beaucoup de la Bretagne. On parle beaucoup de la Bretagne et d'une énergie très celte, dans une façon de vivre, une façon de protéger l'environnement, une façon de protéger cette terre très celte, qui remonte d'ailleurs même sur la Grande-Bretagne et l'Écosse, qui va être très important. Et c'est maintenant que ça arrive. C'est maintenant que ça arrive parce que les gens qui se sont incarnés et qui vont avoir ce lien-là vont faire un appel très fort avec cette culture celte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a en fait toute culture, quelle qu'elle soit, dans les résurgences de ces cultures-là, puisqu'il faut citer un lieu, j'en cite un, mais il y a d'autres cultures aussi qui vont être connectées à cette fréquence et qui vont vivre et faire revivre aussi certaines choses, comme elle parle aussi du retour des anciennes civilisations qui arrivent, où les gens sont incarnés parce qu'ils vont avoir un rôle formateur. On va dire que notre monde part un petit peu en vrille, hein. La planète, elle part un peu en vrille, et qu'il est temps un petit peu que les choses reprennent un peu leur place et que ça reprenne un petit peu de sens et qu'on revienne surtout aux valeurs, aux règles, aux valeurs, à des choses fortes. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens en perdition. Quand on voit comment les choses ont abîmé des enfants, des adolescents, des jeunes, psychologiquement, on voit bien que il y a une nécessité de revenir à des valeurs. Voilà. Tu insistes aussi sur le fait que la connaissance peut être un fardeau. Ça sera ma dernière question. Pourquoi c'est si difficile de porter ce savoir spirituel dans une société matérialiste où effectivement tout part à volo, quoi? Alors, pouvez-vous répéter la phrase que vous venez de dire? Oui, bien sûr. Tu dis que certaines connaissances, en l'occurrence... le fait peut-être aussi d'avoir des visions historiques, alors on ne va pas être sur des visions de vivre ces événements historiques, peut être un fardeau. Oui, ça peut être un fardeau des fois parce que c'est douloureux. C'est douloureux de dire que des gens vont souffrir ou qu'il va y avoir de la détresse, qu'il va y avoir de la souffrance. Oui, c'est un fardeau. On préférerait voir autre chose, mais ça fait partie de notre humanité. Et malheureusement, oui, donc il y a des fois... c'est pas toujours simple, effectivement. Après, la connaissance, elle le dit aussi, Marie-Madeleine, dans un de ses messages, la connaissance rend libre. Et d'ailleurs, elle invite les gens à aller vers la culture. Alors, je mettrai deux choses. Savoir ce qui va se passer, ça, c'est douloureux. La connaissance, c'est pas douloureux. Je rétablis, c'est pas douloureux d'avoir la connaissance. C'est de voir ce qui va se passer, ça peut être douloureux parce que c'est pas très voilà. Mais la connaissance, elle, non, c'est pas douloureux. Ça rend libre la connaissance. Savoir et cultiver, ça rend libre. Plus on est dans l'ignorance, plus on est soumis. Alors que dans la connaissance, on est libre parce qu'on sait. Tu évoques aussi souvent la solitude de la chercheuse. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut traverser une sorte de désert? On l'est forcément. On l'est forcément parce que des fois, on n'est pas comprise, parce que des fois, on est jugé, on est critiqué. Moi, ce qui me blesse, c'est les gens qui vous jugent alors qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas les heures de travail derrière, tout ce que vous avez fait, et ils vous jugent. Et ça, c'est douloureux. Donc, à un moment donné, la stupidité, la méchanceté, je préfère m'éloigner, ça m'intéresse pas et donc ça ramène à une forme de solitude. Après, la solitude peut être aussi dans ses réflexions, mais j'aime aussi parallèlement le partage. On ne peut pas être que seul, mais des fois, quand on cherche, quand on se concentre, on est seul, on est face à ça en fait. Mais les moments de solitude, on les connaît, je les connais. La difficulté aussi des fois mais c'est pas très grave c'est pas très grave parce que de ça il va en être quelque chose de bien et de positif et quand le moment arrive, le moment du partage, c'est de sortir justement de cela pour partager parce que j'aime aussi partager. Après la façon dont c'est entendu ça m'appartient pas, dans la façon dont c'est écouté ça m'appartient pas, mais j'aime aussi ces moments de partage, mais je veux le faire bien.
Pascal Lafargue, Marie-Madeleine, Au-delà du mythe, une enquête inédite. Il va y avoir des rééditions parce que tous les ouvrages sont partis comme ça, comme des petits pains. Alors encore un grand merci pour ta présence. On te recevra sur la saison 4. On a déjà entrevu certaines thématiques qui nous tiennent à cœur aussi. Encore une fois, énormément de gratitude et à très bientôt. À bientôt, merci. www.amdessine.com. Vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme, bien entendu, à savoir que les abonnements solidaires n'ont plus lieu d'être. On vous expliquera ça un petit peu dans les détails plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément d'inscriptions en attente. On a beaucoup de travail. Je tenais aussi également à faire une petite précision. On soutient une membre de la team qui vient de sortir un oracle drôle et sarcastique en auto-édition. Donc si vous aimez ce genre d'humour, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet Allo Univers de Tania de Souza, S-O-U-S-A. On la remercie, elle nous a suivis aussi pendant tout ce temps. On a très très peu de moyens, mais on continue à persévérer. On a eu beaucoup d'épreuves, notamment une à laquelle j'ai été confronté récemment, vous le savez, c'est pour ça que je suis tout seul. Mais c'est pas grave, l'aventure continue. J'ai commencé seul en animation, il y aura d'autres personnes qui viendront co-animer par la suite et le plus important pour vous, c'est d'avoir des contenus de qualité, pertinent et bien entendu de se raccrocher à une certaine spiritualité, à un éveil de conscience de plus en plus accru. À très bientôt. Ciao, bye.